Bonjour, je suis Emmanuelle Salambo de Guara. On est à Pas sorti du bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant du 110 km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC, puis aujourd'hui, au lieu de vous parler d'un produit ou de l'entreprise NAC au sens large, j'ai le goût de prendre cette minute-là pour souhaiter une bonne fin d'année à tout le monde, puis remercier mon partenaire NAC parce que ça a l'air de rien comme ça. À chaque épisode, je vous fais une Minute NAC, je vous parle des produits, on parle d'un code promo, mais au-delà de tout ça, c'est surtout un partenariat qui est durable depuis longtemps. Je suis vraiment chanceux de pouvoir compter sur le support de Mine, de Will, de Jérémy, de Grégoire, de toute l'équipe de NAC qui est derrière cette entreprise-là, puis qui est aussi derrière le podcast depuis les tout débuts. D'abord avec les questions avec NAC, puis après ça s'est tricoté en partenariat un peu plus long terme, un peu plus important pour le podcast. Puis si aujourd'hui je peux continuer à faire ce podcast-là puis pouvoir vous offrir chaque semaine un épisode, il y a un peu de NAC là-dedans, puis je tenais à prendre cette minute-là pour les remercier et pour vous remercier aussi et vous dire une bonne année 2023. On arrive à la toute fin de 2022. Je le sais que plusieurs d'entre vous vont écouter cet épisode-là rendu en 2023, fait que bonne année, je vous souhaite tout ce que vous méritez. Vous vous entraînez fort, vous avez une vie active, vous courez à droite, à gauche. J'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes, j'espère que vous êtes reposés, vous êtes prêts à vous lancer dans cette nouvelle année-là, le couteau entre les dents, prêt à accomplir peu importe c'est quoi les objectifs que vous êtes fixés. Donc voilà, bonne année, merci NAC et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 129e épisode de Pas sorti du bois, le dernier de 2022, puis on termine ça en beauté. J'étais avec Emmanuelle Salambo de Guara. Bienvenue à Pas sorti du bois. Ben merci Annick, je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui. Ben écoute, ça va être un grand plaisir. Est-ce que, d'ores et déjà, j'ai dit ton nom de la bonne façon? Ouais, je Parce pense que qu'il n'y a ça pas de bonne façon, Mais vraiment. il doit en avoir une, mais tu dois te le Ouais. faire dire de plein de Toujours. façons différentes. Emmanuelle Salambo de Guara. Voilà. Puis un petit, pour ceux qui savent pas, c'est Emmanuelle Trédignon Salambo, mon prénom. Fait qu'il y a un prénom composé, mes parents étaient très originaux. Mais c'est très beau comme nom. D'où ça vient? Salambo, c'est tunisien et Ok. de Guara, espagnol. Wow. Ouais. Bon, ben ça commence. Au moins, là, c'est dit, le nom est dit de la bonne façon. Ouais, c'est vrai. Merci, t'as pas sorti du bois. Ben merci à toi pour l'invitation. Pas trop gênant? Non, ça se On se passe lance bien. comme ça, on est dans mon sous-sol, il y a une caméra, il y a deux Ouais. micros, c'est pas un contexte de conversation habituel, mais tu vas voir avec le temps, on finit par oublier toutes ces passantes-là, puis on va juste jaser de trail. Très cool. Ben je suis contente. Tu le sais, avant d'entrer dans le vif du sujet, on va parler de ce qu'on boit. Oui. Puis là, je trouve ça vraiment le fun. Ça clôt bien l'année parce que, vous le savez, cette année, j'ai eu Boréal comme partenaire de bière pendant plus de la moitié de l'année. Et ensuite, j'ai eu Noctem, qui est le partenaire actuel. Et là, quand tu m'as dit « Ah, je prendrais une bière sans alcool », j'ai fait « Hey, je peux sortir du Boréal. » Puis ça nous permet d'envoyer un petit coup de chapeau à la gang de Boréal qui a supporté le podcast pendant un temps. Qu'est-ce que tu bois? Ben écoute, moi je bois une Radler sans alcool. C'est écrit hors sentier. Elle est à l'orange. C'est très bon. Puis j'ai même pas l'impression que c'est sans alcool. Fait que c'est Elle est très bonne? bon. Ouais, vraiment. Cool. Bon, salut la gang de Boréal. De mon côté, je suis allé... moi aussi, je suis dans quand même des bières plus atypiques. Moi, c'est une Sur au cassis du Noctem. La moustache cassis, donc avec un petit chat dessus. Voilà. Trop cute. Cheers! Merci d'être là. Ben merci à toi. Oh, c'est bon ça aussi. Pas mon genre de bière, dans le sens où moi, je suis plus Moi, je suis conservateur sur mon choix de bière. Là, je suis très IPA, puis je reste souvent dans... Quand j'ai choisi... Je vais naturellement vers la IPA, la double IPA. Mais Noctem, ça me fait découvrir d'autres affaires parce que Ouais. moi, j'aime le Noctem depuis très longtemps, mais j'avais mes 2-3 classiques. Là, ils me sortent de mes sentiers battus. Oh, poudum, jeu de mots, pas sorti du bois. C'était facile. Mais ouais, une Sur au cassis, très bonne. Ta préférée, c'est la catnip? Je suis vraiment c'est un ça? gars de catnip. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est comme la classique. La classique. Ouais, voilà. Est-ce que t'aimes la catnip? J'adore la catnip. Moi aussi, je suis plus IPA en général, mais là, c'est justement, moi aussi, je suis dans l'originalité. Écoute, on est entre Noël et le jour de l'an, au moment où ça va être diffusé, fait qu'on est sage, je pense. Moi, une petite Sur au cassis, toi, sans alcool. Exact. Le 24-25 a été tough, là. C'est ça. Mais déjà, là, derrière, il y avait les parties de Noël aussi, Ben, c'est fait que ça. je commence déjà à être un peu sage, là, en prévision de ce qui arrive. Très fort.
J'ai vraiment hâte qu'on rentre dans ton histoire parce que j'ai appris à te découvrir, moi, cette année, par la magie des médias sociaux, comme c'est le cas, je pense, avec beaucoup de coureurs-coureuses. On aime s'inspirer, regarder ce qui se passe autour, voir qui court avec qui, découvrir de nouvelles personnes. Puis, tu me sembles vraiment avoir une belle histoire avec le trail. Tu as une progression qui a été super rapide. En tout cas, de mon œil extérieur, tu as une belle progression rapide. J'ai hâte qu'on plonge là-dedans. Mais avant ça, parle-nous de toi, de ton parcours sportif, d'où ça vient, la course, quand c'est arrivé, comment c'est arrivé. Partons du début. Ouais, partons du début. Ben, d'abord, c'est drôle parce que quand j'étais vraiment jeune, tu sais, je me rappelle, j'avais un petit ordinateur dans mon sol où je faisais mes devoirs. Puis parfois, quand je m'égarais de mes devoirs au secondaire, j'allais sur Facebook. Puis sur YouTube, il y avait les vidéos de Salomon où est-ce qu'il y avait Kylian Jornet qui courait les montagnes. C'est comme une chef de montagne. Il y avait Emily Forsberg, Anna Frost et tout ça. Puis je suivais ça, puis je trouvais ça comme complètement magnifique. Puis j'ai toujours été vraiment attirée par la montagne sans vraiment savoir que c'était accessible de pouvoir courir en montagne. Fait que c'est toujours resté un peu dans mon imaginaire, l'aventure, la montagne, la course. Mais je pensais pas vraiment que c'était accessible. Puis à travers ça, j'ai toujours couru pour me sentir comme, tu sais, je veux dire, c'est le fun courir là, une fois de temps en temps, mais ça n'a jamais été, tu sais, de façon constante. Tu sais, j'étais une joggeuse. Une semaine, je faisais 5 fois un 8 km, puis l'autre semaine, ben jamais, tu sais, je courais pas du tout. Fait que c'est ça. Puis l'année passée, on dirait que c'est vraiment l'année passée que j'ai eu comme un déclic. Okay. Ça faisait déjà plusieurs années que je demandais à des amis est-ce qu'on s'inscrit à une course, on va faire un marathon, un demi-marathon, quelque chose, on s'inscrit, on fait un défi. J'ai toujours été une personne qui carburait vraiment au défi. Puis finalement j'ai décidé d'arrêter d'attendre une amie ou quelqu'un, puis j'ai juste comme décidé de m'inscrire à en fait 4 courses. Je me suis fait je fais pas les choses à moitié. Je me suis dit OK, on va faire une saison de trail comme si j'avais toujours couru en trail. Puis il y avait un build-up qui se faisait progressivement, c'était comme un 12, un 15, finalement ça terminait par le 25 du QMT. Puis finalement, dans le fond, c'est en raison que je m'étais inscrite à ces courses-là que j'ai commencé à m'entraîner vraiment plus sérieusement avec de la constance là, que j'ai commencé la course. Fait que dans le fond, c'est vraiment vers là que la trail est arrivée. C'est que j'ai arrêté d'attendre en fait vers de participer à des événements avec des amis, puis je suis juste allée toute seule. Mais sinon, j'ai pas un background de coureuse. J'ai fait du ballet pendant genre 15 ans, de l'équitation pendant vraiment longtemps. Puis c'est ça, mais tu sais, la course a toujours été un peu une arrière-pensée. Là. Et t'avais pas l'expérience de beaucoup d'années de course, mais je suppose que de 15 ans de ballet, il y a une discipline qui vient nécessairement avec ça. Ouais. Est-ce que ça te sert dans ce que tu as appris en faisant du ballet? C'est peut-être pas quelque chose que tu reproduis directement dans la course, mais cette discipline-là, est-ce qu'elle était là? Puis est-ce que tu as vu que ça peut aider d'une certaine façon? Je pense que j'étais genre la ballerine la moins disciplinée de la Terre. Fait que je pense pas vraiment. Mais au niveau, c'est avec l'équitation, par contre, ça, oui. Tu sais, l'équitation, j'avais un cheval, puis je faisais de la compétition et tout ça, puis c'était beaucoup, beaucoup de temps. Tu sais, c'était tous les soirs de semaine. Moi, j'étais au secondaire, puis tu sais, tous les soirs de semaine, je devais partir à 3h30 pour aller m'occuper de mon cheval jusqu'à 9h le soir. Je faisais mes devoirs en revenant. Tu sais, fait que c'était quand même beaucoup de temps et d'énergie. La gestion d'un horaire complexe, on le sait avec la course, on va y revenir, parce que je pense que dans ta situation professionnelle, il y a ça aussi qui est difficile de placer la course à travers. Donc, ce background-là d'équitation, de trouver le temps, ça t'a peut-être appris à jongler avec un horaire complexe. Certainement, mais je pense que j'ai toujours aimé ça, jouer avec des horaires complexes, plein de projets, puis tout ça, fait que ouais. C'est le fun. C'est intéressant. T'es la deuxième coureuse d'ultra que je reçois en quelques temps qui a un background d'équitation. Il y a Fanny Barrette aussi qui parlait de l'équitation, puis qu'à la base, même elle a appris que les 100 000 existaient parce qu'il y avait des 100 000 d'équitation avant, après ça, de savoir qu'on peut faire ça avec nos pieds. Ben tu vois, à l'équitation, je pense que ce que j'ai appris le plus, c'est genre la gestion des blessures. Là, sérieusement, là, je pense que ton cheval est toujours blessé. T'es tout le temps en train de gérer une blessure quelconque. Là, fait que voilà, bref.
Fait que c'était quoi cette première saison-là? Tu dis que ça terminait avec le QMT 25. Ouais. C'était quoi le build-up qui a mené à ça? Moi, j'adore l'histoire que il n'y a pas le background de 10 km de marathon sur route, puis à un moment donné, on apprend que la trail existe, puis on se lance là-dedans. Toi, tu avais déjà cette fascination-là des vidéos Facebook de Salomon. Fait que tu avais ça dans le derrière de la tête depuis quand même longtemps. Exact. Puis là, tu te lances, c'est malade. C'était quoi cette progression-là? Ben finalement, il n'y en a comme pas eu de progression parce que finalement, toutes les courses ont été annulées à cause de la COVID. Donc, ma première, c'était le 25 du QMT. Puis c'était quand même drôle parce que, tu sais, j'essayais comme de m'entraîner pour courir en montagne, mais je savais pas du tout comment m'entraîner. Je savais pas vraiment à qui parler. Tu sais, je veux dire, la course entre elles, désormais, c'est un peu plus connu. Les gens sont plus actifs sur les réseaux sociaux, puis c'est peut-être un petit peu plus accessible. Puis encore là, c'est encore drôle. Mais de mon côté, je savais pas à qui écrire, tu sais, pour poser des questions. Je savais même pas à quoi ça servait une veste d'hydratation. Puis je savais pas si t'étais supposé courir tout le long d'une course entre elles ou si tu pouvais vraiment marcher. Fait que au final, puis en plus, j'avais comme une blessure à la bandelette aussi là, que j'essayais comme de rétablir. Fait que au final, je suivais un plan d'entraînement. J'avais un coach à ce moment-là aussi qui m'aidait là, vraiment à structurer mes semaines d'entraînement, puis qui m'enlevait cette charge mentale-là aussi de vouloir faire le plus d'entraînement possible pour bien performer au détriment du travail, tout ça. Fait que j'essayais vraiment d'avoir un bel équilibre. Fait que de m'enlever cette pression-là, de me faire un plan d'entraînement qui était beaucoup trop élevé, beaucoup trop de volume, trop rapide, trop d'intensité. Bref, on a tout ralenti, là, puis on a vraiment mis des bases solides en considérant évidemment ma petite blessure. Là. Puis finalement, j'ai fait vraiment beaucoup de randonnées pour me préparer au QMT. Puis la première course, c'était, comme je disais, le QMT 25. Puis je suis arrivée, je me rappelle, à la ligne de départ, toute seule. Tu sais, j'avais pas d'amis qui venaient faire la course avec moi. Je savais pas trop qu'est-ce que je faisais. Puis j'avais comme un petit frisson là d'avant-course, puis je regarde le gars à côté de moi, puis je tape quasiment à l'épaule, il y avait un écouteur, puis je dis, tu sais, salut, c'est ma première course entre elles. Est-ce que tu sais si il faut courir les montées ou il faut les descendre ou en fait les courir, les marcher? Qu'est-ce qu'on fait en montée en fait là? Fait que non, c'était vraiment drôle, tu sais, il m'a comme rassuré un peu, il m'a dit non, tu vois, tout le monde va marcher la montée, ceux qui courent, ils vont c'est des élites en général ou ils vont aller trop vite, ils vont moins se respecter. Fait qu'il m'a donné des petits tips comme ça, puis c'est là que je suis partie sur ma première course. Puis j'ai vraiment pas vu le temps passer. Rendu au kilomètre 16, j'ai comme réalisé dans le fond que j'étais rendue au kilomètre 16, puis je suis comme j'ai eu un fou rire en fait à ce moment-là parce que j'ai réalisé que depuis tu sais le kilomètre 0 en fait j'avais eu aucun doute sur ma capacité ou non à terminer la course, mon désir d'abandonner peut-être, puis pourtant tu sais avant de faire la course, j'étais vraiment pas certaine si j'étais capable. Les gens me disaient, ouf, ça va être difficile, tu sais, le plus long que tu as couru, c'est un 12 km ou tu sais, quelque chose comme ça va être, quand même un gros défi. Mais là, j'ai comme eu vraiment un moment de réalisation, là, où est-ce que je me suis dit, OK, si, en ayant fait la moitié, comme ma plus longue distance, c'est la moitié, là, de la distance parcourue lors du QMT, si je suis capable de faire ça sans un doute puis en ayant du plaisir, qu'est-ce que je suis capable d'accomplir, tu sais? Puis c'est toujours ce sentiment-là que j'essaie d'aller chercher dans chacune de mes courses ou chaque événement. C'est ce moment de réalisation-là où est-ce que je réalise que je suis capable de faire absolument tout ce que je veux, là, tu sais. C'est un super parcours, le QMT 25, pour commencer. Parce que, ça fait plusieurs fois que je le répète sur ce micro-ci, mais il est vraiment bien monté pour une genre d'introduction à, je veux dire, c'est 25 km, là, c'est gros, mais tu sais, il y a pas trop de pente à pic. Tu sais, ceux qui sont habitués au QMT à monter le Mont-Saint-Anne dans la crête ou dans l'escarpé, là, il y a pas ça. C'est une montée beaucoup plus douce qui, Jean Fortier m'avait dit, quand j'ai créé ce 25-là, je voulais que beaucoup de coureurs puissent le courir tout le long. Puis c'est vrai que c'est une montée qui, on s'entend, là, quand t'es à ton premier 25, c'est vraiment très correct de le marcher. Moi aussi, mon premier 25, c'était là, puis je l'ai marché à monter.
mais je pense qu'il se court beaucoup plus qu'il y a bien des montées de d'autres courses. Vraiment. Puis après ça, c'est une magnifique descente jusqu'au Mont-Saint-Anne. Après ça, tu arrives dans des sections un peu plus roulantes, mais il est bien balancé, puis il est bien construit pour apprendre. Il est balisé à l'année, fait que pas besoin d'attendre à l'événement non plus si vous voulez aller le faire en entraînement. Je pense que c'est une bonne place pour apprendre ses bases. Il y a un peu de tout. Il y a du technique, il y a du un peu plus roulant, il y a des traversées de rivière. Tu sais, c'est vrai. Mais tu sais, pour certains, c'est justement la traversée de la rivière, c'est comme stressant ou tu sais, c'est désagréable. Moi, c'est comme tous ces moments où est-ce que t'es pas dans ta zone de confort, là, en fait, tu fais quelque chose que tu ferais pas en temps normal. Finalement, c'est ces moments-là que je recherche toujours en courant entre elles, là, puis la première fois qu'on a justement traversé la rivière, j'étais comme « Ah, trop cool, on le fait-tu une autre fois? » Puis comme maintenant, je choisis mes parcours pour comme traverser des rivières parce que je trouve ça trop le fun, tu sais. J'ai l'impression que ça... On dit souvent, la trail, c'est comme un peu revenir en enfance parce que tu cours dans le bois, puis je trouve aussi qu'il y a un côté très primal. Moi, je me rappelle avoir eu cette réalisation-là dans une course vraiment très chaude où j'étais à 4 pattes dans un ruisseau à me mettre de l'eau dans la face. Je me dis, il y a rien dans la vie en société qui te mène à être à 4 pattes dans un ruisseau en train de t'asperger d'eau. C'est vrai. Puis des traversées de rivière, ça fait des films épiques qu'on écoute quand on est jeune. Puis je sais pas moi, le dernier des Mohicans. Là, tu traverses des rivières. Des fois, tu te sens un peu dans cette espèce de monde parallèle-là où là, c'est permis de faire ça. Là, c'est permis de... Il y a une rivière, on va la traverser les deux pieds dedans. Il n'y a pas de pont, là. Je me rappelle, justement, cette année, je faisais le QMT 50. Puis, tu sais, j'attendais avec impatience la traversée de la rivière, tu sais. Puis, cette année, le QMT 50 était quand même très chaud, là. C'était quelque chose. Puis, ce qui est le fun du QMT, c'est que ça attire beaucoup de coureurs un peu de partout. Puis là, c'était des anglophones qui étaient autour de moi. Je sais pas exactement d'où ils venaient. Puis, il y en avait un en avant, un en arrière. Puis, en tout cas, tu sais, puis il arrive où la rivière, puis il avait vraiment pris beaucoup de vitesse par rapport à moi, tu sais, dans le sentier, là. Puis finalement, quand on arrive à la rivière, moi, tu sais, je sprintais dans la rivière, je m'arrosais d'eau, je riais, tu sais, j'avais tellement de plaisir. Puis eux, ils étaient comme quasiment fâchés, là, de traverser une rivière, tu sais, ils étaient comme « Oh mon Dieu, tu sais, c'est quand qu'on arrive à l'arrivée, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens. » Fait que je leur expliquais, vous la traversez 2 fois, c'est terminé, puis profitez-en, quel beau moment, tu sais. On l'attendait avec impatience. C'est clair, quand il fait chaud, t'es content de traverser une rivière qui est un peu plus frette, là. Exact, c'est toujours une question de perception, finalement, là. Exact. Fait qu'après ce QMT 25-là, ça a été quoi le reste de ton année 2021? Ouais, ben après ça a été le Arcana 28 kilos, défi des couleurs, puis ben c'est ça, en fait, je les ai comme tout enlignées, toutes les courses qui étaient comme possibles de faire dans ce genre de distance-là, je me suis dit, je vais m'inscrire puis je vais y aller. Mais toujours plan d'entraînement un peu, tu sais, c'était nébuleux, mais c'était pas comme un mode de vie, là, la course à pied. Par contre, tu sais, je commençais à y prendre goût vraiment. Puis un de mes amis m'a convaincu, mais en fait, ça a pas pris très longtemps. Là, il m'a juste appelé, j'étais au travail, il m'a dit on s'inscrit au 50 kilos Trail du Grand-Duc. J'ai dit certainement, pourquoi pas. Ça a pris 2 secondes, j'étais inscrite. Beau défi. À ce moment-là, t'avais le QMT 25 de fête, l'UTHC le 28. Ouais, exact. Défi des couleurs 26. Fait que t'avais... Défi des couleurs s'en venait, je me suis dit je vais le faire 2 semaines avant en build-up. Pourquoi pas? T'sais, on s'inscrit à des courses, puis honnêtement, sans les courses, je savais pas vraiment où aller courir entre elles. Fait que je me disais, je vais m'inscrire à des courses, ce qui va me permettre de découvrir des places. Exactement. Fait que c'est ça. Donc, j'ai fini ma saison avec un ultra-marathon, ma première saison de trail qui a commencé comme en juillet ou presque. Puis je me suis dit, on va essayer un 50 kilos dans la montagne. Puis, tu sais, Trail du Grand-Duc, il y avait une descente quand même de 17 kilos l'année dernière, là, tu sais, ça pardonnait quand même bien. C'était bien, là, honnêtement, pour un premier ultra. Fait que je me sentais, honnêtement, vraiment terrorisée à l'idée d'aller faire ça. Mais finalement, c'était un coup de cœur là, tout le long du parcours. Fait que j'ai goût de te poser une question parce qu'à l'épisode, la revue qu'on a faite avec Tout Trail, avec Marie-Ève et Marc-André, on parlait du QMT 50 comme étant tu fais pas ton premier 50 au QMT, c'est une magnifique track, mais il est tough. Puis Marie-Ève a été en plus le Trail du Grand-Duc, c'est une parfaite endroit pour commencer en course. Puis j'ai reçu des messages, le monde n'était pas fru du tout, mais c'était comme non, le QMT 50, c'est parfait pour un premier 50. Moi, j'ai fait mon premier là, puis c'était parfait. J'ai goût de te poser la question à toi, selon ton opinion, qui a fait le QMT 50 à ta 2e saison, qui a fait son premier 50 au Grand-Duc.
Quelle est ta Ouais. perception de tout ça? Ben c'est sûr que j'avais vraiment un mindset un peu différent quand j'ai fait mon QMT 50 de Montréal du Grand-Duc. Tu sais, j'avais pas du tout le même background. Donc, je suis allée en mode beaucoup plus racing sur le QMT 50, mais jamais j'aurais fait le QMT 50. Tu sais, j'aurais trouvé ça vraiment... Bref, pour commencer, je dis toujours QMT 25 pour commencer. Trail du Grand-Duc 50, ça, je le considère plus... C'est plus roulant, mais Ouais. je sais qu'ils ont changé le parcours, par contre, cette année. Je pense qu'ils l'ont changé puis qu'il était un peu plus difficile que l'année dernière. OK. Mais moi, c'est ça. Pour se donner une chance, ça dépend. Ben si oui. les gens, ils veulent, ça leur dérange pas de prendre vraiment plus de temps à courir, ben, allez-y sur le QMT 50. Mais Mestashibo, ça fait quand même mal. 2 fois la montée du mont. Les descentes, ça pique aussi sur la bandelette. Quand même, des fois, c'est là que ça peut faire mal. Puis après, on arrive dans une section comme roulante que si t'as plus de jambes, ça pardonne pas vraiment. Cette portion-là est interminable si t'as plus de C'est jambes. ça, Faut que tu te gardes un exact. peu de jus parce que sinon elle est longue longtemps. Ouais. Puis avec tout le respect que j'ai pour cette organisation-là, ils ont des parcours magnifiques, Mm. mais ce bout-là, il est pas extrêmement le fun. Je sais pas si c'est parce que chaque fois que je l'ai fait, j'étais cassé de peu importe la distance que j'avais avant, Ouais. mais ça reste que c'est pas le bout le plus passionnant versus bien d'autres portions qui sont magnifiques. Ouais. En plus, c'est une fin de course, c'est parfait pour te jouer dans la tête. là. C'est C'est ça. comme les pistes de ski à la fin d'Aricana, là, les vallonnés, Ouais. le dernier 3 kilos. Il est pas le fun, mais en même temps, c'est ça qui fait le challenge de la patente. Exact. Mais c'est sûr que le QMT 50, le dernier 18-20 est un peu Moi, je plus le tough. ferais en là. aller-retour. Je ferais Mestashibo, la crête, on redescend, on remonte par Pionnier, puis je le referais de l'autre côté. L'autre Par, sens. tu sais, j'aime la technique finalement. là, Ah ouais, fait c'est que, ça. ouais. Mais non, c'est ça. Puis après ça, vous faites bien ce que vous voulez, ceux qui Ah. écoutent. Puis le QMT 50, c'est une magnifique track C'est aussi. ça. Par contre, c'est ça. Tu sais, je veux dire, il est dans la Golden Trail Series. Il y a un C'est ça. niveau de difficulté qui est plus grand qu'un autre 50. Puis c'est correct si vous faites votre premier là, mais si vous pensez maîtriser le 50, que vous en avez fait un autre ailleurs, inscrivez-vous au QMT 50. Ça se peut qu'il vous donne une petite Ouais, leçon. ça pique un peu. Oui, ça pique un peu. pique un Mais peu. tu l'as bien décrit. Il y a vraiment tout. Puis Ouais. Mestashibo, attelle-toi, tu sais. Il est tannant. Il est longtemps. Mais le sachant, tout le monde parle Oui. de la Mestashibo comme étant, tu sais, le sentier le plus technique à Québec ou au Québec, peu importe. Ben, je le sais même pas. Tu sais, au final, c'est vrai là que c'est difficile, c'est technique, mais à ce moment-là, t'as juste ta vitesse, tout simplement. Puis le dénivelé se cumule quand même vraiment rapidement. Là, c'est surprenant de le voir monter comme ça. C'est extrêmement Fait que, beau. Je veux ouais, c'est dire, magnifique. au-delà de oui, c'est difficile, oui, t'avances moins vite, mais comme tu dis, le sachant de un, puis après ça, profites-en. Tu sais, Ouais. c'est un bout qui est vraiment, vraiment beau. Puis souvent, tu passes là, la plupart des distances passent là en plein jour. Ouais. C'est magnifique, tu sais, fait que profitez-en, puis vous avez le temps d'en profiter parce qu'il est long. Ouais, c'est ça. Fait que premier 50, à travers tout ça, tu sais, il y a l'entraînement qui progresse avec un coach, mais quand on part avec une début de saison qui a un 25 qui prend quelques heures, à un 50, déjà on vient d'augmenter les durées. Comment s'est passée la nutrition? Apprendre ça, parce que ça aussi, on dit souvent que le trail ou l'ultra, c'est un sport de digestion, puis après ça, c'est un sport de course. Ouais. Là, tu sais, c'est très important pour survivre sur un 50 qui, là, t'a pris plus de 6 heures. Je veux dire, Ouais. on peut plus juste prendre 2-3 affaires, 2-3 gels, puis c'est réglé. Là, ça pardonne pas, tu sais. Ouais. Ben, je te dirais que je pense que je suis la pire personne pour parler de nutrition parce que c'est vraiment mon gros point faible. Ok. Là. C'est ce qui me limite dans toutes mes courses parce que j'ai vraiment de la misère à digérer. Puis les sucres rapides, j'essaie encore de trouver cette formule-là. Puis jusqu'à maintenant, ce que j'apprends, c'est que je dois vraiment réduire la vitesse à laquelle je vais partir puis diminuer ma zone d'intensité parce que c'est quand je suis trop en forte intensité que Ok. ma digestion, tu sais, en tout cas, tu sais, c'est comme si j'avais vraiment des crampes, puis ça va faire en sorte, en général, quand les crampes commencent, j'ai de la difficulté à m'alimenter. Et là, c'est pas au départ que ça a un impact sur ma course, mais c'est vraiment les 15 derniers kilomètres, les 25 derniers kilomètres selon la distance que je vais courir qui va être vraiment long. Tu sais, souvent, je regarde ma fréquence cardiaque, puis je suis super basse dans mes 15 derniers kilos juste parce que... Puis pourtant, j'ai l'impression d'être vraiment à bloc, mais c'est vraiment parce que j'ai plus de jus, puis ça vient tout de la nutrition, là.
Fait que c'est sûr que je suis en train de trouver des solutions, puis je consulte une nutritionniste sportive, tout ça, pour aider, là. Mais ça a toujours été le plus salé possible, là, vraiment. Puis nutrition liquide, là, qui aide vraiment beaucoup. Les Golfnac, ça se mange quand même bien. Puis j'aime vraiment beaucoup le Pepsi aussi en courant. Je bois jamais de Pepsi, mais le Pepsi en courant, ça le fait bien. Ça fait la job. C'est pas optimal, diront les professionnels de la santé, puis c'est correct, mais des fois, ça fait la job, puis moi, je suis pareil, il y a beaucoup de moments où je sais quand la nutrition lâche, ça va être ça qui va me sauver, qui va sauver ma course, parce que ça fait le boulot, il y a un peu tout ce qu'il y a tout ce que tu as besoin est un peu là-dedans. C'est pas optimal, mais tu as du sucre, t'as de la caféine, c'est gras, c'est calorique, c'est pas parfait, mais quand il n'y a plus rien qui passe, il y a ça qui reste, il y a l'option Coke qui est là. Exact. Puis sinon, les petits fruits, là, j'aime bien les petites oranges, petits melons d'eau et tout ça, là. Fait que, Mais ça, c'est vraiment... Pour l'année prochaine, les défis que je vais, c'est vraiment... Faut vraiment que je travaille sur ça parce que c'est mon gros point faible, je dirais. Ben, c'est correct d'arriver en off-season ou à l'hiver après une grosse saison quand on planifie la prochaine, puis sachant sur quoi on veut travailler. T'sais, on peut pas attaquer tout en même temps puis régler tout, mais moi, je le sais que le premier hiver où j'ai fait la nutrition, je la règle cet hiver, ben, je me suis mis à partir courir en mangeant une banane. Au lieu de la manger 1 heure avant d'aller courir, je les mange en courant. Puis les premières fois, tu files vraiment pas bien. Puis à un moment donné, on dirait que le corps apprend à digérer à l'effort, même en intensité. Fait que, tu sais, faut faire des tests, puis on finit jamais par le maîtriser. Parce que tu penses que t'as tout réglé, OK, ça a bien été, puis là, t'as une course parfaite. Moi, Bromont 160 en 2021, j'étais comme, OK, je own this shit, je connais tout ce qu'il faut sur la nutrition après des années à tester. Là, ça a bien été. Puis après ça, cette année, il y a des courses où ça a foutu le camp complètement. Fait que tu penses que tu le maîtrises enfin, puis t'as des bonnes sensations. Puis à un moment donné, il y a autre chose qui se passe. Puis c'est ce qui fait le fun de notre sport, c'est que j'ai l'impression, puis à écouter des gens que ça fait longtemps qu'ils font ça, que ça fait 10 ans, 15 ans qu'ils font des ultras, maîtrisent jamais parfaitement le truc. Il n'y a jamais un point où tu te dis, OK, là, je contrôle toutes les variables, puis je sais comment les contrôler, tu sais. Puis il y en a tellement, là, tu sais, puis, tu sais, honnêtement, on parle de la nutrition de course, mais présentement, je travaille beaucoup plus ma nutrition de tous les jours qui, elle, a un impact sur mon énergie pendant mes courses. Fait que, tu sais, c'est difficile de répliquer un peu l'intensité que tu vas chercher en course. Puis c'est ça que j'ai de la difficulté à mélanger avec ma nutrition. Mais par contre, ma nutrition comme de tous les jours, elle, je sais qu'elle a vraiment un impact sur le déroulement de mes courses. Fait que ça aussi, j'essaie vraiment d'établir une base solide puis développer des bonnes habitudes, tu sais, au final. Là. Non, c'est ça. Puis je pense que des fois, on focus beaucoup sur la nutrition de course, le sommeil la veille de la course, les éléments qui sont vraiment près de la course, mais on se rend compte que c'est beaucoup plus de facteurs. Tu sais, c'est pas grave si c'est une mauvaise nuit la veille de ta course, ça se peut qu'il y ait du stress et tout, mais si la semaine avant, tu t'es assuré d'avoir des bonnes nuits de sommeil, d'avoir les heures que tu sais que tu as besoin, ben quand même bien que tu dors 4 heures la veille de ta course, c'est pas optimal, mais t'as emmagasiné déjà ce qu'il faut puis c'est correct. Puis la nutrition, j'ai l'impression que c'est un peu pareil. Tu peux avoir une maîtrise parfaite de ce que tu dois consommer par heure en grammes de glucides, de tout ça. Mais si au quotidien, tu as une carence en protéines, moi je le sais que ça a été ça quand j'ai commencé à consulter Isabelle Morin. Pour moi, ma nutrition, pas juste pour la recevoir au podcast, je me suis rendu compte qu'au quotidien, j'avais pas assez de protéines. Fait que c'est sûr que ça joue sur tes entraînements, puis ça joue sur ta nutrition, puis rendu le jour de la course, ben t'es déjà en carence de quelque chose, tu t'as pas encore mis un pied devant l'autre après la ligne de départ. Fait que tu pars en carence de quelque chose. Fait que comme tu dis, on apprend au quotidien, puis ce qu'on fait au quotidien a un impact sur notre journée de course, sur nos entraînements. Ouais, vraiment, vraiment. Là, 2022 arrive, après une belle première saison, une surprenante saison, dans le sens où tu commençais avec le QMT 25 comme objectif, puis ça a été finalement juste le point de départ. C'est vrai, parce que en plus, ce qui est drôle, c'est que j'étais supposée faire des courses de vélo. Mais finalement, j'ai complètement abandonné les courses de vélo. J'étais comme, c'est bien plus le fun de courir. On ne dirait pas aux cyclistes, mais c'est vrai. Désolée, tous les cyclistes. Mais ouais, c'est ça. Fait que là, 2022 est arrivé. Puis après, en fait, tout de suite après le Trail du Grand-Duc, puis même
après QMT 25, j'avais déjà dit, OK, l'année prochaine, je vais faire un 80. Tu sais, c'était comme... OK, t'avais déjà l'objectif long terme qui était là. Ouais, j'ai regardé ma première photo du QMT 25 sur mon feed Instagram, puis j'ai écrit « Qui est down pour le QMT 80 l'année prochaine? » J'ai relu ça, j'étais comme « Mon Dieu! » Ah oui, c'est ça, exactement. Mais finalement, j'ai vraiment du plaisir à créer mon calendrier de course. Okay. C'est vraiment ce qui... Tu sais, j'adore penser au projet, puis que ce soit de la course ou autre chose, j'adore ça. Puis cette année, je voulais vraiment aller dans des plus longues distances parce que je suis pas vraiment une coureuse, tu sais, qui va courir vite. J'aime être dans des paces quand même confortables, mais je me fatigue pas beaucoup. Sous réserve du fait que je dois apprendre à mieux me nourrir en course. Mais outre ça, je fatigue pas beaucoup. Puis je pense que je suis capable de garder pendant longtemps un niveau de fatigue. Fait que je me suis dit, je vais commencer avec TP100. Le transpercé 100 kilos en Gaspésie, je trouvais que c'était vraiment comme un beau défi. Premièrement, j'avais jamais couru un 50 kilos suivi d'un 35, encore moins avec une course avant. Puis j'ai comme vraiment à cœur la Gaspésie, donc je me suis dit, ça va tellement être cool de découvrir ça. Mais déjà, ça, c'était vraiment comme une A-race, en voulant dire, je savais même pas si j'allais être capable de le terminer. L'objectif, c'est être en mode finisher. Ouais. Puis est-ce que je te coupe non, dans ton élan, est-ce que tu le voyais aussi parce que, je reprends ma phrase, c'est un build-up parfait, j'ai l'impression, pour un 80. C'était de ça. faire un 100 kilos, mais en 3 jours. Ça fait un gigantesque week-end choc, mais de faire 100 kilos en 3 jours, j'ai l'impression que ça prépare pour faire 80 d'une traite ou un 100 d'une traite. Ben, y avait-tu cette idée-là de week-end choc? Puis même, je vais te rajouter une couche. Il y avait le TP100, puis 2 semaines après, c'est le QMT 50 qui était vraiment technique. Fait que mon thinking, c'était comme genre un mois choc un peu d'une certaine manière. On va faire le TP100, puis ensuite le QMT 50, puis ça devrait me mettre en confiance pour un 80 à Arcana. Je l'ai dit en intro, j'ai dit une progression très rapide. J'espère que je t'ai pas insulté. Ah non! Parce qu'on le voit, tu sais, première saison, bang, un 50. Ouais. Deuxième saison, tu commences ta première course de la saison. C'est un stage race de 100 kilos dans la Gaspésie, boiteuse et brutale comme elle peut être. QMT 50, t'as mis la barre haute à chaque fois. Ouais. C'est impressionnant, puis c'est le fun de le voir, cette progression-là, qui se peut aussi. Mais c'est drôle de l'entendre parce que moi, je me dis pas ça. Moi, je trouve que je suis conservatrice, mais tu sais, mais bon, c'est vrai qu'avec du recul, des fois, c'est... Il y a de tout. Je pense pas que c'est... Il y a plus extrême. On en a vu des gens partir de... un Francis Picard que j'ai reçu qui s'est inscrit à un 100 000 puis il avait jamais couru plus qu'un demi-marathon, je crois. Il y a ça, il y a ces cas extrêmes-là. Puis il y a aussi ce qui est un peu recommandé sur papier, qui est peut-être une petite affaire plus progressive que ce que tu as fait. Ça demeure que d'un 50 à l'année suivante, un premier 80, ça se tient, ça a du sens quand on veut pousser dans ces longues distances-là. Mais ça reste que je sens que c'est pas tant la distance que tu as accomplie dans la saison, c'est que tu l'as fait 2 fois le 80 cette année, plus un stage race, plus le 50. Tu sais, t'as mis la barre haute, mais tu t'es mis du volume d'impact assez rapidement. Là. Ouais, vraiment. Tu sais, c'est sûr que faire ces courses-là sans entraînement, en étant complètement désorganisé, sans coach, ben je dis pas qu'on est désorganisé parce qu'on n'a pas de coach, mais moi, personnellement, sans coach, j'aurais de la difficulté à bien construire mes semaines d'entraînement autour de ça. C'est ça, tu sais, pour moi, ça faisait du sens, puis j'ai choisi ces courses-là avec mon coach à ce moment-là. Fait que, tu sais, on en a parlé, puis je savais que je reachais pour quelque chose qui était difficilement atteignable, puis qu'il y avait une notion de c'est possible que tu finisses pas tes courses. Chacune de mes courses, je me disais il y a une possibilité que je la termine pas, ma course. Mais finalement, à chaque fois, je me rendais compte que ça se passait bien, puis j'ai eu la chance, en fait, de rencontrer mon chum aussi, puis mon chum, quand je l'ai rencontré, c'est quand même récent, là, puis il courait pas du tout, tu sais, je me rappelle... non, il courait pas. Moi, j'ai essayé de le suivre à l'UTHC 42 Saint-Siméon, puis je fais dire, ce gars-là, il a pas commencé cette année, là. Ouais, non, il a commencé cette année. Bravo. Notre première date était il y a genre 1 an, puis je me rappelle, moi, j'avais terminé justement à Trail du Grand-Duc, puis je lui ai comme demandé, tu sais, toi, est-ce que tu cours? Puis tout ça, puis c'était vraiment une bonne blague parce que, pas que c'est pas correct ce qu'il m'a répondu, mais tu sais,
faut comprendre, je venais de finir un 50 kilos, puis je lui demande, est-ce que tu cours? Puis il me dit, ah oui, des 3 kilomètres, des fois, autour de mon bloc. Puis là, j'étais, ah, OK. Ben, tu cours un peu, effectivement. Tu sais, je sais pas si c'est avec toi que je vais courir le plus souvent, mais à voir. Puis finalement, il y a vraiment eu la piqûre pour la course, puis ensemble, on s'est mis à faire tout plein d'aventures, comme justement, on se faisait des week-end shocks toujours sans s'en rendre compte, mais comme, tu sais, son cadeau de fin de maîtrise, c'est genre aller faire le sentier du fjord en fast-pack avec 25 livres, tu sais, sur le dos, mais tu sais, j'avais jamais fait de fast-pack, mais comme, let's go, on y va, tu sais. Fait que bref, c'est cool. Ouais, ça faisait Je savais du pas sens. que son histoire était aussi courte dans le monde oui. de la course en sentier, parce que je sais pas comment je l'ai connu. Je pense que je l'ai rencontré quand t'es venu au Faux Mouvement. Il était là. C'était la première fois qu'il On se se rencontrait, connaissait, on s'était peut-être déjà Ouais. échangé sur les médias sociaux, tu me l'avais présenté, salut, enchanté, Oui. on jase, puis après ça, je le revois à quelques événements cet été, Ouais. dont le 42, puis je connaissais pas son niveau de course, puis on part, on est plusieurs, puis on se connaît tous un peu, tu sais, avec Simon Rivet que j'ai reçu au podcast, JP Simard, les gars des Cute à Québec, puis on part en même temps, puis à un moment donné, je fais Christy, Sam, il roule, court, puis à un hein? moment donné, il se fait piquer dans... Tantôt, t'as dit, il y a eu la piqûre de la course, il y a eu aussi la piqûre d'une guêpe en pleine course, Oui. mais ouais, j'étais impressionné de la vitesse, mais tu sais, je connaissais pas, Ouais. je suis OK, c'est un Mais bon lui, coureur, je l'affaire, sais pas capable de le c'est suivre, là. Il me paissait la veille aussi sur mon Ok. 80, là, tu sais. Très fort. Parce que moi, j'avais dit, tu sais, Sam, c'est mon 80 à Arcana, tu sais, j'aimerais ça que tu me pèses, mais lui, il voulait faire le 42 Saint-Siméon le lendemain, puis il était comme, mais il aime ça quand c'est un peu plus difficile. Ben oui. Tu sais, déjà, il aurait pas fait le 42 classique, il voulait le technique. Fait que là, il s'est dit, je vais faire le technique, puis en plus, je vais te pacer. Fait que j'étais comme, parfait. Fait que... Il a fait un bon week-end choc. Je sais pas c'est Ah quoi ouais. ses objectifs long terme. Je l'inviterai, je le saurai. Ouais. Mais le pacing sur le 80 du THC, c'est un 15 kilos. C'est un 13... Ouais, ça a été 13-15 kilos. Une bonne là. mise en bouche avant le 42 du lendemain. Exact. Moi, j'avais l'impression que j'allais comme une tortue là, pendant ce temps-là, là, mais Fin de 80. finalement, tu sais, ça... C'est pas si pire. Là. Ouais. On revient, on parlait de la Oui. Gaspésie. Oui. Il y a de quoi que j'ai vu dans ta progression aussi. J'ai l'impression que tantôt tu l'as dit, commencer à racer, tu sais, au transpercé. T'as Ouais. fini avec une super belle position. Est-ce Ouais. que tu recherchais ou c'est arrivé par hasard? Ah non, je recherche tellement pas ça. Là. Ok. En fait, moi, je me considère vraiment comme mid-packer, là, honnêtement. Là. Puis c'est vraiment cool être mid-packer. Puis Ben oui. c'est cool aussi être finisher, tout simplement. Voilà. Puis je porte pas du tout d'importance à mon placement parce que ça m'intéresse pas. Puis il dépend des autres. Au Ben final, oui. il dépend pas de toi. Fait que ça m'importe pas. Par contre, j'aime vraiment faire du mieux que je peux, Ouais. tu sais, me dépasser, puis je me mets des objectifs qui me semblent possibles pour Mhm. moi, puis selon les circonstances dans lesquelles je me trouve, puis j'essaie de les atteindre Ouais. ou de les dépasser dépendamment. Fait que c'est vraiment arrivé un peu par défaut. J'étais arrivée 4e femme. J'étais comme, c'est donc cool. Je m'attendais pas à ça, mais tu sais, justement, je m'attendais tellement pas à ça que c'était pendant la longue du samedi qui était un départ complètement... Mais les gens rient, mais moi, c'est le plus beau départ Ah ouais? de tous les temps. Je suis amoureuse avec cette course-là. Genre, j'ai des chills juste de penser au départ sur la plage des coureurs ou est-ce que... des coureurs, la plage des coureurs. Cette fin de semaine-là, c'est la plage des coureurs. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, en plus, c'était drôle parce que j'ai pris des vidéos pendant qu'on nageait littéralement, tu sais, dans l'eau. Puis les gens étaient comme, on va avoir froid, puis tout ça. Puis moi, je riais, puis j'étais donc bien contente. Puis en plus, j'ai vu une baleine. Ah ouais. Puis, c'était magique. Je me disais, si j'ai vu une baleine, c'est parce que ça va bien aller. Exact. Mais bref, je suis arrivée au premier ravito, puis la personne me dit, t'es 3e fille ou t'es 4e fille. Ça m'a complètement déboussolée. Ah ouais? Justement, je voulais rien savoir. J'étais comme, non, je peux pas, c'est impossible. Puis juste ça m'a troublée dans ma course. Fait que maintenant, la règle, c'est on me dit pas, tu sais, si possible, où je suis. Je veux juste savoir si ça va bien, puis Ouais. ça, généralement, c'est moi qui le sais. Fait que... Exact. Je te comprends, moi je suis pareil. Tu sais, je pense qu'on est peut-être le même genre de mid-packer où des fois, quand tu as une bonne journée ou quand le field est plus petit, tu te ramasses à être dans des positions comme ça. Puis Exact. je me rappelle, moi, c'était à Bromont, à un moment donné, on passe sur beaucoup de terrains résidentiels. Tu sais, c'est des grandes fermes et tout ça. Puis il y a un monsieur en plein milieu de la nuit, là, il est minuit, 1h du matin. Ok. Puis il est devant sa grange, puis il boit de la bière, il est à côté. Puis
il me dit, je les ai comptés, là, puis t'es 12e. J'étais comme, ça veut rien dire pour moi. Je veux dire, je suis en train de faire mon premier 100 000. Ma position, je m'en fous, puis 12e, on s'en fout. Ouais. Mais ça m'a un peu joué, puis j'étais arrivé au ravito d'après, puis mon père était là, comme toute ma famille, j'ai dit, dites-moi pas mes positions. Puis après ça, dans les ravito, tu te fais dépasser, tu dépasses sans t'en rendre compte, mais ça m'a comme fait, non, ça, c'est pas le genre de truc, genre, je suis 12e, je vais aller chercher 2 gars pour être top 10. Non, c'est ça m'aurait donné à quoi? Probablement me brûler plus vite parce que j'aurais fait un effort au-delà de ce que je veux. Mais j'aimais ce que tu disais par rapport à se fixer des objectifs qui, moi, j'ai le feeling à interviewer des élites à travers le temps. On peut aller rechercher ce même petit feeling de compétition-là qu'eux peuvent aller chercher l'un contre l'autre en se fixant des objectifs. Puis l'objectif, tu fixes ce que tu veux. Si c'est de faire le QMT 25 en 2 heures, 3 heures, 5 heures, whatever, ça peut te donner ce petit thrill-là qui est vraiment le fun quand tu te fixes un objectif qui est ambitieux. Moi, mon QMT, le 110 cette année, sans bien des recherches, je me dis, faire en bas de 20 heures, ça serait cool. Puis ça n'a pas été une course parfaite, mais à la fin, avec mon pacer d'homme, on s'est mis à racer pour ça. Ouais, c'est ça. J'étais ça. en 19,56. J'étais comme, yes! C'est L'objectif vaut rien. La position, j'ai aucune idée si c'était 22e ou 75e, j'ai aucune idée. Mais on l'a eu. Puis on a racé. Je pense que t'es un peu geek aussi, ouais. Tu sais, dans tes chiffres. Puis je suis vraiment pareil, en fait. Ben, je sais pas si je le suis autant, mais j'aime calculer, tu sais, entre les ravitaux, OK, il y a tel dénivelé, tel... le premier, il arrive en tel temps. Le dernier, OK, bon, ben moi, j'estime que ça va me prendre ça. Puis quand je cours, je calcule toutes mes choses, mais mes calculs, ils font aucun sens. Mais on dirait que ça occupe ma pensée. Puis là, je me dis, ça, c'est cool. Puis, non, ça, je l'ai pas du tout. Finalement, je trouve ça le fun parce que j'arrive toujours quand même proche de mes estimés. Puis pourtant, au départ, les objectifs que je me mets, c'est de le terminer. Ouais. Mais quand je m'entraîne, je me rends compte que je suis capable de bien le terminer. Quand je le cours, je suis capable d'encore mieux le terminer que ce que je pensais. Puis ça, c'est vraiment inspirant. Puis à chaque course, on dirait que ça me donne encore plus de force pour les prochaines, tu sais. Non, puis c'est le fun d'avoir plusieurs objectifs aussi. Puis moi, je me rappelle pas qui au podcast me l'avait dit, puis je m'étais mis à appliquer ça. J'avais tendance à dire mon objectif A, c'est le truc le plus ambitieux de tous les objectifs. Ouais. Puis l'objectif B ou C, c'est de finir. Puis à un moment donné, tu comprends que c'est le contraire. Ton objectif A, la première affaire, là, l'objectif de t'inscrire, c'est de le finir. Ça devrait être ça ton objectif A. Puis après ça, tu peux avoir un B, un C, un D qui sont plus difficilement atteignables. Puis t'es pas déçu, alors que si tu dis mon objectif A, c'est de faire X courses en X temps, puis ça arrive pas, mais tu finis pareil, ben là, t'es comme, OK, ben au moins je l'ai fini. Exact. Non, revire ça de bord. Ouais. Tu t'inscris à une course, le but, c'est de traverser la ligne d'arrivée. Ça devrait être juste ça, l'objectif A. Puis après ça marche pas des fois, puis on abandonne, puis c'est la vie, mais ça, c'est l'objectif A. Puis après ça, si t'as un temps en tête, ça peut être l'objectif B ou C, tu sais. Puis je pense que quand tu revires ça, pour des gens qui veulent être des finishers plus que des podiums ou viser autre chose, ben ça ajoute un petit thrill le fun dans ta course. Puis comme tu dis, ça occupe la tête. Souvent, c'est juste vraiment ça l'objectif au final. Là, avec mon pacer d'homme, on n'avait plus rien à se dire à la fin. Puis on était comme, bon, ben, si on court de X à X pace jusqu'à la fin, on est capable. OK, ça nous a occupé pendant 15 minutes à faire des calculs. Puis on y est arrivé, puis encore là, il n'y avait aucun objectif réel là-dedans. C'était un chiffre arbitraire lancé dans les airs. Là. Mais ça occupe. Ouais, non, c'est vraiment cool. C'est le fun de les atteindre, ces objectifs-là. Ben, c'est ça. Fait que comment ça s'est passé, ce mois choc-là, transpercé, suivi du QMT? Comment tu t'es senti? Honnêtement, je pense que Gaspésia m'a comme bouleversée dans le sens que c'était tellement un stage race ben premièrement, j'avais jamais couru plus que 50 kilos, puis la course du samedi, c'était plutôt un 57 kilos, tu sais. Quand même, dans la boue. Puis on commençait dans des conditions assez dures, les 3 km dans l'eau. J'ai eu beaucoup de problèmes de digestion à ce moment-là. Là, tu sais, je pleurais, là, j'ai vraiment des grosses crampes, puis ça allait pas très bien. Fait que ça avait été difficile émotionnellement ou comme juste mentalement à garder la force. C'est comme si t'es en course pendant 3 jours complets au final. Fait que tu dois toujours penser à t'alimenter, à t'hydrater, tout ça, trouver de l'énergie. Puis les départs, tu te lèves à 3 heures le matin pour partir à 5. C'est quand même exigeant. Mais au-delà de
à quel point j'ai trouvé ça difficile, j'ai trouvé ça juste magnifique aussi parce qu'on se sentait dans une ville de course. Mhm. Puis c'est comme si autour de nous, dans le transpercé, en plus, c'est comme on devenait des amis avec tout le monde qui courait autour de nous, là. Fait que ça m'a vraiment... ça a vraiment été une course importante pour moi. Mon chum, c'est sa première course entre elles de tous les temps, puis il faisait le 35, puis il est arrivé 2e. C'est malade. Tu sais, c'est comme... C'est quoi les chances? Je comprenais pas. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, chérie, c'est une erreur, c'est impossible. Genre, ça se peut pas, là. Tu te trompes, là. Puis finalement, il l'invite sur le podium. J'étais genre, what? Comment c'est possible? Mais ouais, fait que non, c'était vraiment significatif. Mais après, 2 semaines plus tard, on revenait à Québec, puis on allait courir ben moi, je faisais le 50, le QMT, mais j'étais encore dans les blues, comme... Ah ouais? Ouais, vraiment de Gaspésia, fait que j'avais pas du tout envie d'aller courir mon QMT initialement. Tu sais, j'avais pas regardé le parcours, j'avais jamais couru Messachibo. Pourtant, j'ai un chalet au Mont-Saint-Anne. Comme, qu'est-ce que je vais faire? J'avais pas l'impression que j'avais fait beaucoup d'entraînement de D+. Mais finalement, justement, en n'ayant pas trop d'attente, puis en allant à la course en mode juste comme va t'amuser. De toute façon, c'est une course de build-up avec des jambes fatiguées pour te rendre à ton objectif ultime qui est le 80 km. Donc, mets-toi pas trop d'attente, puis fais juste le faire. Mais finalement, j'ai juste tellement trippé dans la Messachibo, dans la montée du Mont-Saint-Anne, puis là, on remontait le mont après, puis là, j'étais « Wow, c'est vraiment malade! » Mais il y a vraiment beaucoup de dénivelé ici, c'est technique, tu sais, j'ai vraiment adoré. Puis je sentais que j'étais quand même solide si ce n'était, encore une fois, toujours de mes petits pépins alimentaires, là, mais sinon, ça allait vraiment bien, fait que je me suis quand même bien classée aussi au QMT parce que, tu sais, le field est quand même gros. Il y a beaucoup de monde qui courait. Puis, j'étais quand même vraiment impressionnée de ce que j'avais réussi. Fait que, non, ça m'a vraiment mis en confiance sur ce qui s'en venait. Puis, finalement, mes rest week après le QMT, j'ai fait des plus grosses semaines que les semaines après, tu sais, fait que ça faisait pas vraiment de sens. C'était un mois choc sur toute la ligne. Est-ce que, dès le départ, le but, c'était de finir la saison avec 2 fois des 80? Non. OK. Non, ça, j'ai rajouté ça, c'était évidemment une bulle au cerveau. Initialement, je voulais changer pour faire un 160 ou un 125. Okay. Tu sais, j'avais vraiment pas rapport. Mais là, mon coach me dit non, tu fais pas ça. C'est qui ton coach? Ben, en fait, c'était mon coach. Okay. Là, je suis dans un changement de coach et je suis bien heureuse d'en parler d'ailleurs. Mais dans le fond, j'ai été coachée par Trevor Tartaglia. OK. C'est un coach, dans le fond, il m'a suivi, c'est mon prof de yoga dans le temps. Il m'a coaché en muscu, triathlon, vélo, tout ça. Puis course au départ. Mais là, avec les objectifs vers où je voulais aller pour 2023 puis les prochaines années, j'ai reach out puis maintenant je vais être coachée par Riza Hab. Oh wow. Ouais, fait que c'est vraiment cool, je suis très excitée, c'est comme ouais, c'est ça, c'est vraiment des belles nouvelles pour moi parce que je veux me lancer peut-être plus dans l'aventure un peu, puis c'est là tu sais, les courses, j'adore ça puis je veux continuer d'en faire, mais je veux aussi faire des projets de course. Je comprends. T'as le bon gars pour ça. C'est ça. Je pense que oui. Fait que voilà. Ah, c'est cool. C'est une belle transition. Mm-hmm. On salue Ray. Ouais, on salue Ray. J'ai demandé si je pouvais l'annoncer. Il m'a dit oui. Ben, j'espère. C'est la bonne place pour ça. Ray est venu 2 fois. Écoute, le seul podcast francophone qui fait des exceptions pour une personne, c'est Ray. Mais ça valait la peine parce que c'est là que je l'ai rencontré. C'est vrai? Oui, grâce à Pas sorti du bois. Bon, ben, tant mieux. Écoute, on fait des matchs avec des athlètes et des coachs. C'est parfait. Je savais pas que c'était ça l'objectif avec Pas sorti du bois, mais si ça a fait ça en plus. Matchmaking en plus. C'est cool. Donc, UTHC 80 était planifié. Ouais. Comment tu te sentais à l'approche de ça, suite à ton week-end choc, suite à ton mois choc, suite au QMT, les semaines qui ont suivi? T'arrivais là dans quel état d'esprit? J'avais comme oublié que j'allais courir ça parce qu'on était partis en voyage avec mon copain 2 semaines en Colombie, puis on essayait de faire du build-up volume là-bas, puis finalement ça a bien fonctionné là, mais tu sais, assez pour me changer vraiment les idées. Je me sentais quand même en confiance, honnêtement. Tu sais, je pense que vient un temps où est-ce que tu sais, quand tu le dis à d'autres personnes, les gens
ont peur pour toi, puis te disent « Oh mon Dieu, tu y arriveras pas ou tu sais, comment tu vas... comment tu vois ça? » Puis, tu sais, déjà dans leur voix, tu sens qu'ils anticipent. Puis là, quand tu le vois d'un point de vue comme rationnel avec leur point de vue externe, tu te dis « Oh mon Dieu, tu sais, c'est stressant. » Mais finalement, comme à l'intérieur de moi-même, je sentais vraiment que j'étais sur la bonne distance. C'est celle-là qui m'excitait vraiment. Puis le 80 est quand même... Il n'y avait pas trop de dénivelé positif. On s'entend, le Arcana, je dis pas que c'est roulant. Je me souviens même pas si c'était roulant ou pas, mais il n'y a pas trop de dénivelé positif. Non, le ratio est moins pire que d'autres 80, par exemple. Exact, comme Bromont, par exemple. Ouais. Ça, je l'ai appris par après. Mais, puis je me sentais super rassurée parce que mon chum me paissait les 15 derniers kilos. Fait que je me disais, moi, ma course, honnêtement, elle dure 65 km. Okay. Elle dure 65 km. À partir de 65, c'est Sam qui arrive, puis c'est lui qui prend le relais, puis m'amène jusqu'à la fin. Puis c'est exactement ce qui s'est passé. Puis j'ai commencé la course, puis des personnes que je croyais beaucoup trop fortes pour moi, finalement on s'est mis à courir ensemble les 20 premiers kilos. C'est pas la course au complet qu'on s'est suivi. Fait que je pense que les 20 premiers kilos, j'étais avec Mélissa Hayé, Sarah, puis Maxime Carré, puis on a juste ri tout le long, on s'en fait des blagues, tu sais, honnêtement, on avait l'air de 4 fous dans la forêt qui se racontaient des blagues. C'était plus une social run où on allait un peu trop vite, puis c'est ça, fait que le reste de la course a super bien été, là, comme ça. Puis côté nutrition, qui était ta bête noire pour tes autres courses, comment ça s'est passé? Toujours aussi mal. Toujours aussi mal. Honnêtement, il n'y en a pas une course que ça a bien été à ce niveau-là. C'est vraiment... c'est ça. C'est comme si j'attendais trop longtemps avant de commencer à m'alimenter parce que j'ai des crampes vraiment rapidement. Okay. Puis une fois que j'ai attendu trop longtemps, il est trop tard. Mais de toute façon, c'est vraiment l'intensité qu'il faut que je ramène comme plus basse. Ouais. Puis je l'ai essayé à Bromont parce que justement, Bromont, c'était une course un petit peu, comme pour répondre à ta question, elle est arrivée un peu sur le vif, là, parce que je me disais, tu sais, oui, j'avais envie de pousser un peu plus, mais tu sais, à Bromont, il n'y avait pas de 100 ou, tu sais, c'était le 80 ou le 160. Je me suis dit, le 80 avec le 3700 de D+, je pense que ça va déjà être un bon défi. Fait que c'est ça, bref, c'est ce que j'ai fait. Puis finalement, tu sais, j'étais vraiment émotionnellement drainée de mon 80 Arcana. Tu sais, un mois back-à-back des 80, honnêtement, je me posais vraiment la question de pourquoi je faisais ça. J'avais pas vraiment de plaisir. Puis je perdais un peu le goût même en entraînement. Okay. Tu sais, j'avais plus envie de courir, j'avais envie de faire du yoga, de comme relaxer. Fait que ça m'a obligée, ce désir-là, justement, de ne pas prendre le départ, m'a obligée à prendre ça relax au début, puis, tu sais, à trouver mon propre rythme. Et ça a facilité l'alimentation tout au long de la course de Bromont, justement, parce que j'étais plus tranquille, là, tu sais. Non, c'est ça. Puis on pense pas tout le temps à quel point la récupération mentale va être longue. Puis encore là, c'est très imprévisible. Des fois, on va finir une course, on a déjà le couteau entre les dents pour la suivante. Puis des fois, c'est le contraire. Ça va être long, puis c'est normal. Puis comme une blessure physique, tu veux pas revenir trop vite, tu veux pas forcer les choses, tu veux laisser le temps à ton corps de se placer. Mais c'est pareil pour ça. Quand tu as un moment où tu dis « OK, là, je suis drainé mentalement, émotionnellement, cette course-là m'a tiré du jus », il y a rien que tu peux faire pour accélérer le processus. Puis ça, c'est quelque chose qui est difficile, puis je veux qu'on en parle de plus en plus, puis j'ai lu la discussion avec des invités parce que souvent, physiquement, c'est simple. Tu vas voir un physio, tu sais ce que t'as, tu sais à peu près le temps que ça va te prendre. Des fois, c'est moins, des fois, c'est plus, mais il y a des traces dans ton corps qui fait que tu sais si tu progresses ou pas. Ça, c'est une autre game quand même, d'essayer de sentir ou de retrouver le goût. Puis des fois, on le perd, le goût. On a même beau aimer notre sport. On peut pas être tout le temps à 100% dans notre tête puis je suis en amour avec mon sport. Il y a des moments où il faut peut-être réduire un peu pour retomber ou réavoir le goût de se lancer. Mais on l'oublie trop souvent à quel point une course difficile peut nous drainer mentalement vraiment plus longtemps qu'une blessure. Là. Ouais, t'as vraiment raison. Puis tu sais, souvent aussi avec nos coachs, il faut être capable, tu sais, juste nous-mêmes, il faut être en mesure de le acknowledge, le reconnaître que ça arrive. Puis parfois, on n'a pas envie de le voir, puis on n'a pas envie de prendre les mesures pour parce que c'est pas le fun de voir son volume de course diminuer. Tu sais, personne aime ça, là. C'est pas... tu sais, on a l'impression qu'on progresse pas, puis
Puis pourtant, tu sais, on revient tellement toujours en force quand on prend un petit peu de recul. Puis que ce soit par rapport à la course ou autre chose, chaque pas de recul te permet de prendre un plus grand pas par en avant, là. Ouais. Fait que non, c'est ça. Ben moi, finalement, je m'étais dit à Bromont, là, comme, je finis cette course-là, mais en fait, je pensais pas la terminer, là. J'étais comme à 2 km. 2 km, j'étais comme, qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais. Genre, pourquoi? Même avant le départ, je pleurais, là. Je voulais pas commencer à courir ce fameux 80, là. Non, j'étais trop tannée, là. Mais tu sais, ça arrive. Au final, je suis tellement contente de l'avoir fait puis de l'avoir réussi. Mais c'est ça, tu sais, pendant le 80, je me suis juste dit, OK, quand j'ai fini cette course-là, je prends soin de moi. Je vais faire du yoga, je vais lire, je vais me reposer comme émotionnellement. Mais finalement, le jour d'après, je suis en train de planifier mon calendrier de course fait que, pour 2024. Fait que, ouais. Mais là, on arrive à la fin de la saison. En tout cas, au moment où ça va paraître, il va rester quelques jours à 2022. Puis, moi, c'est le truc que je vois en ce moment. Je vois beaucoup de monde qui partage. Tu sais, Strava, je pense, propose des revues de l'année, les kilométrages. Puis moi, le message que j'ai le goût d'envoyer aux gens, c'est super beau, c'est des beaux accomplissements. Comparez-vous pas. Ah ouais, c'est Parce que sûr. je trouve que Strava, il y a une raison pourquoi je suis pas là-dessus ou très, très, très peu. C'est une de ces raisons-là. Aussi parce qu'à un moment donné, on manque de temps pour faire des choses, puis ça, il a pris le bord. Mais je pense que les gens ont tendance à beaucoup se comparer. Il y a des casquettes vertes qui vont faire 10 000 km de course dans une année. Puis il y a des gens qui vont accomplir des grandes choses avec des petits volumes. Le volume, c'est pas juste ça. Il y a des gens pour qui c'est hyper payant d'en faire beaucoup. Il y a des gens que c'est pas fait pour eux. Puis c'est correct, puis c'est normal. Puis moi, c'est ce que j'ai appris ça va faire 1 an. Là, ça fait 1 an que j'étais avec un coach. C'est ce que j'ai appris le plus avec Eric. C'est que je me donnais pas des semaines off pour vrai. La semaine après une course, tu sais, mettons, moi, pour faire un 160, je pouvais monter certaines semaines à, tu sais, entre 80 et 140 kilos, tu sais. Puis c'est des gros volumes quand même. Mais la semaine off, la semaine relax dans mon cycle de 4 semaines, j'allais quand même faire un 50-60 en me disant, je fais juste 50-60, c'est une petite semaine. Vraiment pas. Non. Avec Eric, moi, cette année, je termine, puis dans les 4 dernières années, c'est mon année avec le moins de kilométrage, puis c'est celle où je pense que j'étais à mon meilleur niveau. Je ressors d'un 160, puis je fais des volumes, des fois des semaines de 12 kilos, parce que cette semaine, c'est off. Puis la semaine d'après, il va me faire un 200 kilos, puis après ça, la semaine d'après, je vais avoir le droit de faire, pas le droit, mais à l'horaire, je vais avoir 2 sorties de 10 kilos. Puis ces variations-là sont beaucoup plus grandes. Puis ça fait qu'à la fin de l'année, quand tu vois ton total, moi, j'ai pas Strava, mais j'ai d'autres... je prends en note mes affaires. C'est pas un volume qui est impressionnant si tu compares à d'autres gens qui font les mêmes genres de distances que moi, mais on s'en fout. Dans le sens, compare-toi pas. Il y a des gens pour qui ça marche de faire des années de 5000 kilos, et d'autres que non. Puis c'est correct. Puis ça sert à rien de se comparer. Chaque personne est différente. Puis moi, j'ai appris cette année que je suis beaucoup plus performant dans mes reprises, la semaine après la semaine, entre guillemets, off, où d'habitude, je fais de 50-60, là, j'en fais 20-30. La semaine d'après, le mardi, quand je reprends ma séance d'intervalle, je suis à bloc, puis je performe beaucoup mieux que quand ma semaine off faisait 60 kilos. Tu récupères pas complètement à 60 kilos dans une semaine. Peu importe ton volume, si t'es habitué de faire 200 par semaine, avec 60, tu récupères pas pleinement, puis tu le sens, puis tu fais comme tout le temps accumuler un peu de fatigue supplémentaire que tu récupères pas complètement. Puis moi, c'est ça que j'ai appris dans la dernière année. Puis c'est ce que j'ai le goût d'envoyer aussi un message aux gens. Comparez-vous pas. Puis permettez-vous, vous perdrez pas vos acquis si vous prenez une semaine off complètement ou une semaine avec un très, très, très bas kilométrage. T'sais. Mais je pense puis qu'on est bon tellement... pour se... Excuse, vas-y. Ben, c'est parce que, tu sais, en plus, au-delà de ça aussi, là, je trouve que les gens... Ils mélangent, tu sais, mettons les accomplissements avec les objectifs aussi. Puis, faut savoir qu'on a tous des objectifs tellement différents. Puis, on peut pas comparer ce que quelqu'un fait à une autre personne ou à soi quand les objectifs diffèrent. Fait que savoir, tu sais, se connaître assez comme coureur ou juste comme professionnel, comme par exemple, tu sais, moi, quand ma réalité de travail change, elle évolue, puis elle évolue à un claquement de doigts, ma réalité de coureuse aussi va vraiment changer. Puis ça, il y a personne d'autre qui va le comprendre. Fait que tu sais, c'est vraiment propre à soi, puis c'est de se comparer à soi-même au final, puis à ce qu'on a envie de... Tu sais, notre perception de ce qu'on est, notre perception de ce qu'on veut être, puis ce qu'on veut devenir, ben
c'est de regarder si ce qu'on fait réellement, c'est aligné avec ça. Puis après ça, le reste, les autres qui font, ça a pas d'impact, là. Exact. Puis même si tu as les mêmes objectifs que d'autres personnes, la façon de s'y rendre, il y a autant de façons de s'y rendre qu'il y a de personnes parce que on a toutes des réalités différentes. Puis c'est un point vers où je voulais t'amener avant qu'on rentre, parce que tu me dis que tu aimes les planifications de saison. Parlons de 2023. Ouais. Mais avant ça, quand à l'épisode 101 que j'avais fait au Faux Mouvement, tu étais là dans le public, puis tu avais posé une super question à Anne Bouchard, puis j'avais trouvé ça intéressant, la conciliation, travail, course, puis Anne, je l'ai dit dans un épisode il y a pas longtemps, je pense que c'était avec la fin d'année avec Nico Dan, on dit à quel point Anne, je pense qu'elle fascine les gens parce qu'elle accomplit des grandes choses en étant comme monsieur, madame, tout le monde. Elle a ses enfants, sa famille, son chum, sa job, elle a une réalité tout à fait normale, puis elle accomplit des choses immenses, puis des fois c'est le bon de se rappeler, hey, elle aussi est comme toutes nous autres, puis elle a des tâches à faire, puis elle a des taxes à payer, puis de la paperasse à remplir, puis une job intense. Toi, la conciliation, vie professionnelle, course, horaire, comment ça se passe? Comment tu trouves ça? Oui, ben en fait, pour ceux qui ne le savent pas, dans le fond, moi, je travaille en droit, là, je suis avocate en droit des valeurs mobilières, fait que je travaille avec les compagnies qui sont cotées à la bourse. En général, tant dans des transactions de financement, de fusion, d'acquisition, dans leur information continue aussi, mais pour des compagnies cotées à la bourse, c'est du jour au lendemain, c'est pendant l'ouverture des marchés, ça va vraiment vite, puis les délais sont dans la minute même. Tu sais, un 30 minutes peut avoir un énorme impact dans une journée. Fait que c'est toujours une question d'être disponible, mais la disponibilité, elle peut être demandée même, tu sais, pendant la nuit, là. Tu sais, ça peut vraiment être assez intense. Puis c'est une variable qui, au départ, avait beaucoup d'impact sur ma planification, justement, de stress, de course, me reposer. Fait que ce que j'ai établi, premièrement, c'est vraiment avec mon équipe. Puis j'ai une équipe formidable chez Stein Mona parce que ils savent à quel point je suis passionnée par la course, puis eux aussi se passionnent tout autant pour ma course. Fait que, tu sais, on avait justement, aujourd'hui, on avait plein de choses au bureau, puis ça, puis tout le monde m'a plus parlé du podcast que, tu sais, des dossiers, là, puis, tu sais, tout le monde était vraiment investi d'une certaine manière. Fait que j'essaie vraiment, premièrement, de conscientiser tout le monde à ma réalité, autant les clients que mon équipe. Puis moi-même, je vais faire des choix qui, tu sais, parfois, je vais aller au bureau à la course. Ben, en fait, en général, j'essaie d'aller le plus possible au bureau à la course. J'apporte mes choses. Je vais peut-être des fois courir jusqu'au bureau, courir sur l'heure du midi au bureau, revenir à la course, courir le matin vraiment tôt, genre à 6 heures, le midi, le soir. Des fois, en revenant du bureau, ça m'est déjà arrivé de revenir du bureau très, très tard la nuit, puis de partir pour un jog à minuit, là, genre en pleine tempête de neige, mais comme, tu sais, j'en avais quand même besoin, puis au final, c'est que j'ai réalisé que la course, pour moi, c'était pas juste un entraînement, c'est vraiment un mode de vie, puis c'est une passion, puis c'est ce qui me rend heureuse, puis bien mentalement. Fait que si je veux bien performer au travail, ben faut que j'ai cette variable-là qui est présente. Fait que je vais peut-être moins sortir dans les bars, je vais peut-être essayer de mieux dormir, faire des choses pour moi, mais ça fait toute partie d'un genre de self-care, mode de vie qui s'imbrique bien puis qui me permet de bien concilier tout ça, là. Ouais, puis il y a rien de pire, j'ai l'impression, que de partir faire une course puis de savoir qu'il y a des grosses choses qui se trament au travail, puis tu squeezes ta course dans ton horaire parce que, OK, c'est ce midi, mais tout le long de ta course, t'en profites pas parce que à chaque coin de rue, quand t'arrives à une lumière, tu peux pas traverser, tu checkes, ah merde, il s'est passé ça, puis tu sais, puis des fois c'est nécessaire, mais moi c'est ça que j'avais trouvé ça tough aussi quand j'avais changé de poste, puis quand j'étais devenu dans un rôle de direction, puis t'es un peu plus imputable puis rejoignable tout le temps sur tout, puis encore là, c'est de conscientiser l'équipe autour de toi, c'est de se permettre, il n'y a jamais rien qui, tu sais, je veux dire, on n'est pas chirurgien à cœur ouvert non plus. C'est vrai. Puis bon, je pense dans ton cas, tu dis des fois c'est une question de minutes, il y a des choses, mais tu sais, faut être capable de se permettre des moments puis de juste le dire. Tu sais, moi c'était comme je vais aller squeeze une run, mais je le dirais pas toujours. Partir le midi, je vais revenir vite puis personne va s'en rendre compte. Ça, c'est les pires moments. C'est le contraire. Dis à ton équipe, hey, moi ce midi, je suis pas disponible à la prochaine heure. Il y a quelqu'un quelque part qui est prêt, fait que s'il y a une urgence, les gens font pas, hey, tu sais, ça arrive très rarement, mais il y a rien de pire que de partir courir en checkant ton cell sur le site parce que tu sais qu'il y a quelque chose qui va peut-être arriver.
tu profites pas de ton moment puis tu décroches pas complètement. Fait qu'il faut faire ces coupures-là, tu sais. Puis, mais c'est drôle parce que la semaine passée, j'avais vraiment une grosse semaine. Puis avec ma collègue, tu sais, on est vraiment au courant, tu sais, à quel point la course c'est important pour moi. Puis même que des fois, puis elle court pas, là. Puis des fois, je suis allée courir le matin, je suis allée courir le midi. Puis elle me demande le soir, bon, tu veux-tu courir, là? Je suis comme, ben non, j'ai déjà fait 20 kilos dans ma journée, ça va, là. C'est une journée de semaine. Je dis, OK, ben tu sais, normalement, tu y vas plus, là. Tu sais, comme, OK, merci. Mais bref, puis en général, si vraiment il faut absolument, tu sais, je veux vraiment aller courir, mais j'ai un tout petit laps de temps, puis je sais que ça va continuer de popper, je suis quand même en mesure d'apporter mon sel puis de dire à ma collègue comme, OK, j'ai fait tout ce que je pouvais, prends le relais pendant 1 heure, j'ai mon sel avec moi, appelle-moi si tu as des questions, puis elle est plus jeune que moi, puis on s'entraide ensemble comme ça, puis même si je suis à distance, je suis quand même capable d'aider d'une certaine manière. Fait que autant, c'est sûr, c'est pas des courses où je décroche tant que ça, mais c'est mieux que rien. Exact. Puis c'est pas à tous les jours que c'est comme ça non plus, c'est dans des circonstances comme exceptionnelles. Là. Ouais, puis on finit par trouver aussi le moment. Moi, je le sais que souvent, quand je me planifiais une course le midi ou le soir ou les deux, peu importe, il y a des choses qui déboulent, puis à un moment donné, ton heure de dîner, ben, elle est plus là, elle n'existe plus, fait que t'as pas le temps d'aller courir là. Tu finis un peu plus tard, t'as quelque chose le soir, t'as une obligation, t'enregistres un podcast, peu importe. Ouais. Je le sais que moi, dans mon horaire, si je la fais tôt le matin, c'est réglé. C'est un check qui est fait. Puis si tant mieux, je peux ressortir une deuxième fois parce que ça me tente, puis j'ai une occasion avec des amis ou peu importe, je le ferai. Mais ce que je devais faire, il est clenché le matin, puis moi je le sais que ça a un impact sur ma santé mentale, mon organisation, ma concentration. Tout ça part de si j'ai fait ma course le matin, tout va mieux. Mais en plus, c'est la seule façon de m'assurer que peu importe ce qui se passera au boulot, s'il y a de quoi d'intense qui se passe, ben, j'aurais pas à me soucier. Ah, puis non seulement c'est intense, non seulement il y a un problème à régler, mais en plus, j'ai pas fait ma course de la journée, puis je tape du pied parce que j'ai trop d'énergie, puis je suis pas aussi bien que si j'avais fait ma course. Fait qu'on finit par chacun trouver le temps, puis à un moment donné, on se rend compte aussi que le temps dans un horaire, c'est un élastique, puis c'est extensible, puis on peut rentrer beaucoup d'affaires dans un horaire quand on trouve des trucs puis qu'on se permet d'être un peu plus créatif dans la façon de s'organiser. Exact. Puis, tu sais, c'est aussi, je sais pas si t'en as entendu parler de la communauté 6am aussi, là. Mais moi et Catherine, on a parti la communauté Dans mon calme, les jeudis matin à 6h. Puis, honnêtement, tu sais, depuis qu'on l'a commencé, c'est fou, là. Il y a une quarantaine de coureurs à chaque fois les matins. On court à un pace quand même, tu sais, dit social. On veut que les gens puissent comme parler, s'amuser, puis tout ça. Puis, à 7h, la course est terminée. On a pris notre café, on est prêt à aller travailler, on a fait notre petit réseautage. Puis, effectivement, comme tu dis, des fois, je me permets d'aller faire une autre petite course le midi, une autre le soir, ou tu sais, quelque chose comme ça. Mais je trouve que, justement, ça, on donne accès aux personnes qui n'ont pas encore cette habitude-là d'imbriquer ça dans leur vie, puis j'ai l'impression que ça a un petit effet boule de neige et ça inspire tout le monde à se réveiller un peu plus tôt puis à profiter le pas de lumière dehors. Ce temps-ci, c'est plus dur, mais ça reste que courir le matin, tu sais, puis là, vous le dites, t'es en ville, dans Montcalm. Le matin, il y a beaucoup moins de trafic, donc beaucoup moins d'arrêts aux lumières. Donc, tu sais, il y a plein d'avantages à le faire, puis c'est ça qui est intéressant, je pense, d'aller courir très tôt, puis oui, la première fois que tu mets ton cadran à 5h15, 5h30, tu fais « Sérieux, je fais ça? » Puis à un moment donné, on s'habitue, tu sais, on finit par trouver la façon que ça marche. Puis oui, tu te couches plus tôt, mais c'est pas grave, tu sais. À un moment donné, t'as plus rien à faire le soir, avec va te coucher tant qu'à ça. On finit par trouver l'horaire, puis ça va changer, tu sais. Il y a ça, la vie change, puis on trouve des manières de faire rentrer les entraînements où il faut, puis c'est un défi en soi, mais... On en est vraiment fiers à chaque fois qu'on l'accomplit. Exact. Quand tu finis ta semaine, puis tu sais que tu as une gigantesque semaine au boulot, tu regardes ton horaire, tu dis hey, j'ai réussi à faire mon kilométrage de course, mes entraînements, puis j'ai réussi à squeezer un 5 à 7 avec des amis, puis un week-end au chalet. Tu sais, peu importe, tu fais. Ça a été une grosse semaine. On s'en reposera quand on sera mort, mais tout est rentré, puis ça a été le fun. Puis si c'est toutes des choses que tu aimes faire. On aime notre boulot même si c'est intense, on aime notre course même si des fois le cadran il est tôt pas mal. Quand tu as réussi à tout faire ça, c'est satisfaisant. Hein? Si on aime ce qu'on fait, c'est la bonne chose à faire, je pense. Voilà. Tu disais que tu avais une passion pour planifier un calendrier.
2022 est terminé. Ah oui. 2023, est-ce que t'es prête à révéler qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Est-ce que t'es prête à nous parler de comment t'as construit ce calendrier-là? Ouais, ben je pense je commence à être prête là. C'est sûr qu'il y a plein de choses qui vont varier là, puis qui vont bouger, puis c'est ça. Mais c'est sûr qu'il va y avoir beaucoup de projets avec des amis, avec mon copain, puis des courses. Fait que maintenant, si je parle juste des courses pour commencer, Gaspésia, j'y retourne, mais cette fois-ci, je vais faire le 100 kilos. OK. Fait que ça va être le fun. Ça va être quand même excitant, je pense, de faire un aller-retour aussi dans la boîte la nuit. Puis mes amis avec qui j'ai fait Arcana 80, mes amis de filles vont le faire aussi. Puis tu sais, il n'y a pas beaucoup de finisseuses du 100 kilos en Gaspésie. Fait que d'y retourner ensemble, ça va être vraiment cool. J'ai l'impression qu'on va comme se donner beaucoup de force mutuelle pour, tu sais, peu importe le temps, là, je veux dire, on va courir la nuit. Ça va être un gros défi pour moi. Puis c'est ça. Puis Arcana 125, on va l'essayer. Très fort. Ouais, on l'essaie. Puis je suis pas trop du genre à dire on l'essaie puis on le finira pas. J'ai aucune idée. Il peut arriver plein de choses, mais tu sais, j'y vais vraiment pour le finir, là. Fait que ça prendra le temps que ça prendra. Mais tu sais, les points de vue, c'est une course mythique. Je pense que ça vaut vraiment le coup d'y aller cette année. Fait que ça va être ça pour les courses. Puis je pense que j'ai beaucoup envie de faire de backyard. J'ai envie de me lancer dans la backyard quand même. Fait que il va y avoir de ça probablement, mais je sais pas laquelle encore. OK. Ça va demeurer à discuter. Je vais peut-être PC mon chum aussi. Fait que ça, il va falloir que je m'entraîne pour ça, pour être capable de le suivre. c'est un peu stressant. Je pense que je suis plus stressée de le PC que de faire mes propres courses. Mais bon. En même temps, normalement, tu vas le pacer à un moment où il est brûlé. Peu importe la course, le pacer arrive tard. Ouais. Mais il est difficilement brûlable. Tu comprends? Ah ouais? Ouais. Ben écoute, tu nous en reparleras s'il a finalement atteint son Waterloo, parce que tu dis qu'il est difficilement brûlable. Ouais, on verra. Mais là, tu disais tantôt le 50 du Gaspésia, c'est pas un vrai 50, c'est plus 57. Je t'avais tout de suite, le 100, c'est pas un 100. C'est un 110, hein? Ben, officiellement, c'est un 106. Puis quand tu te trompes de parcours au 4e kilomètre, comme 95% du pack en 2021, c'est un 110. Cool, mais c'est ça que j'avais vu. Honnêtement, je m'attendais à un 110. Fait que tant mieux, ça me rapproche du 125. Exact. Oh non, puis rendu là, tu sais, c'est deux courses complètement différentes, mais personnellement, je pense que le Gaspésia, mentalement, peut vraiment te drainer, puis les barrières horaires sont très, très, très serrées. Ouais, je sais. C'est un stress supplémentaire. Puis mentalement, c'est tough. L'aller-retour, je pense que c'est pas si pire parce que c'est un aller-retour. Tout ce que tu le vois dans un autre angle, complètement à un autre moment de la journée. Fait que cet aspect-là est moins difficile, moi, j'ai trouvé. Mais mentalement, il est tough pour plein de raisons. Variation de terrain. Tu regardes le profil, tu dis à ce bout-là, il est roulant, ça va bien aller. Finalement, si t'avances pas, il y a des bouts difficiles. Courir sur la plage, c'est courir sur la plage. Tu l'avais fait, hein, le 100, Mais mentalement, si tu passes à travers le 100, 106, 110 du Gaspésia, tu viens de te mettre beaucoup, beaucoup d'outils dans ton coffre pour le 125. Je les comparerais pas, mais ils sont très difficiles l'une l'autre. Ils sont très différentes l'une l'autre. Mais je pense que en termes de moi, de mon expérience, là, je te parle juste de moi, les gens fight me, il y a peut-être des gens qui vont se dire non, t'as pas rapport. Moi, en termes de degré de difficulté, je les compare vraiment beaucoup. Même genre de durée d'effort, là, même genre de difficulté. Mais c'est ça que... Puis tu sais, c'est pas linéaire, là, l'aller-retour, parce que juste comme avec le TP100, on faisait le 50, tu sais, en aller, puis le lendemain, on faisait jusqu'au ravito, je me souviens plus c'est quoi le nom, là. Puis on revenait, puis là, la barrière horaire était vraiment serrée sur la journée du dimanche. Puis c'était ça qui faisait en sorte que c'était une difficulté de le terminer ou pas. Là, le TP100, c'était d'y arriver sur la journée du dimanche. Fait que j'ai comme l'impression d'avoir fait une bonne partie du parcours comme plusieurs fois, puis c'est ça qui me fait le plus peur, c'est d'être comme tannée de passer par là. Mais je me dis que je sais pas, il y a quelque chose qui m'attire de ça, puis je peux pas vraiment mettre de mots dessus, mais c'est justement de faire un aller-retour. Je pense que justement, moi, je vais trouver ça plus difficile qu'autre chose. Puis la fin sur la plage me fait atrocement peur. Fait que j'ai vraiment hâte d'y aller. Mais la fin n'est pas si pire côté plage. C'est quelques dizaines de mètres. Il y a vraiment plus sur l'autre côté. C'est quand tu arrives, tu sais, le 110, tu pars de Percé.
tu t'en vas jusqu'à Coin du Banc. C'est cette portion-là qui a vraiment beaucoup de plage. Fait que tu tapes genre de... Le dernier... Tu sais, ta boucle, t'as fait dans le sens inverse du 50 que t'as fait. Tu termines ta première boucle avec 1 kilomètre de chemin de fer. Tu cours sur un chemin de fer et 2 kilomètres de plage, je crois. Tu sais, un peu la jambe plus longue que l'autre parce que t'es dans le même angle tout le long. Puis là, tu t'en vas au ravito, puis tu repars, puis tu refais ça. Mentalement, il est tough. Puis en même temps, c'est ça qui est dur, souvent, des allers-retours. Tu sais, c'est comme Bromont, il y a beaucoup de monde sur le 160 qui vont abandonner à mi-parcours. Oui, c'est difficile. Un mi-parcours de 160, t'es déjà démoli. Ben oui. Mais en plus, t'es à l'arrivée, t'es dans le village, t'as tout qui est là. Tu sais, le camp de base, c'est dur de repartir de là, tu sais. Moi, mon conseil que je donne toujours dans ces ravitaux-là, où tu sais que ça va être mentalement dur, c'est que planifie-le pas pour rester longtemps. Ah ouais. Moi, mon crew, mon 160 à Beaumont, mon ravito de mi-parcours où je voulais m'asseoir, prendre le temps de me changer, c'était pas le mi-parcours. C'était au 95e kilo. 15 km après le vrai mi-parcours. Là, on est au P5 dans un parking en plein milieu de la nuit. Il y a plus d'action comme au camp de base, mais quand, tu sais, je veux dire, à ta mi-parcours, c'est tough. C'est comme au Mont-Saint-Anne, au QMT. Quand tu passes là, reste pas longtemps si t'es capable parce que toutes les tentations sont là. Puis si t'as un moindre doute dans ta tête, ça se peut que ça te joue encore plus dans la tête quand tu vois le monde en train d'arrêter, puis le char est là, t'es près du confort, là, tu peux y toucher, là, fait que pars vite, tu sais. Ouais, mais j'aime pas ça non plus rester longtemps dans les ravitaux. Je suis comme, venez me rejoindre dans la course si vous voulez venir me voir, mais comme, ou en fait, je reçois beaucoup de messages sur ma montre, comme mes parents, mes amis proches, ils m'écrivent souvent par message pendant la course juste pour m'envoyer des mots d'encouragement. Puis des fois, je les vois, des fois, je les vois pas, mais tu sais, ça buzz sur ma montre. Puis une fois, de temps en temps, je regarde, puis comme j'ai une petite larme, puis je suis contente, puis je suis comme, oh, merci, papa. Ça fait du bien. Maman. Oui. Sauf que mon père, souvent, il regarde les stats comme sur Sport Stats, puis là, ça dit comme genre 10e sur 11e, mais c'est parce qu'il y a juste 11 personnes qui ont genre passé lâche pas Manu, tu es avant-dernière. Je suis comme, merci, papa, sérieux. C'est vraiment cool. Et, c'est les bons mots pour t'encourager. Ouais, c'est ça. Mais bref, fait que c'est belle ça, saison. mais ça, c'est plus des projets comme course. Organisés. Mais sinon, on va aller, mon copain et moi, en mars, en fait, début avril, Black Canyon. Wow. En fait, on fait pas Black Canyon, on va au Grand Canyon, puis on va faire une couple de projets qui vont être très intéressants, de 80, 60, on va faire un genre de bloc jour après jour, là, un genre de stage race. Vous organisez votre propre projet. Exact, puis on fait ça un peu avec Ray, là, fait que Ray m'aide à tracer tout ça. Puis avec Alexandra et Karel, que peut-être que tu connais Alexandra, et c'est ça, on va aller faire le tour du Mont-Blanc ensemble en fast-pack aussi. On va essayer de le rentrer en 4 jours, à voir qu'est-ce qui va se passer. Mais on veut, c'est ça, on va aller s'amuser. Puis sinon, quelques projets de fast-pack, d'aventure. On va peut-être aller s'amuser à Charlevoix aussi. Puis comme une belle année en perspective. Ouais, c'est ça. Après le tour du Mont-Blanc en 4 jours, à Ricana, ça va aller comme un charme. Mais là, je dis ça. Peut-être que les filles voulaient pas que je le dise, mais on avait dit qu'on pouvait le dire. C'est dit. C'est dit. Voilà, on les salue. Eh oui. Très hot. T'as-tu une course ou un projet bucket list? Là, on parlait de 2023, mais quelque chose que tu dis d'ici X nombre d'années, j'aimerais tenter cette course-là, ce projet-là. Y a-t-il quelque chose dans le fond de la tête, un objectif lointain? C'est tellement drôle que tu me dises ça parce que j'aurais jamais cru le dire en ondes. Genre, c'est comme justement trop un gros projet pour que je puisse le dire. Attends, on fait une pause. T'es-tu sûr que tu veux le dire? Ça... Sens-toi bien à l'aise. Ouais, c'est quand même drôle. Au pire, si ça se réalise pas, tu sais, mais c'est un projet, puis je pense, tu sais, je le travaille déjà depuis l'année passée. Fait que je me dis, c'est juste qu'il est très ambitieux. OK. On verra. Mais c'est Hélène Dumais qui m'avait dit, je pense que je l'avais reçu à l'épisode 20, qui disait, tant que tu l'as pas dit, ton projet qui te fait peur, elle, en fait, c'est sa façon de faire. Après ça, chaque personne fait ce qu'il veut, mais elle dit, moi, quand je l'écris sur Facebook, quand je le dis sur un podcast, quand je l'annonce, ça met comme les choses en perspective, ça devient vrai, tu sais. Fait que, mais faisant ce que tu veux. Honnêtement, tu sais, c'est la raison pour laquelle je suis allée vers Ray. C'est pour aller vers ce genre de projet-là. Fait que je pense que je peux le dire. Mais je suis vraiment attirée par la montagne, là, vraiment la haute montagne. Puis
pourtant, je suis pas nécessairement la plus rapide en montée, mais comme je rêve de courir à Concagua, genre en Argentine. Puis comme, tu sais, évidemment, t'es en altitude, là, il y a vraiment beaucoup d'endroits qui se courent pas. Mais je sais pas ça va être dans combien de temps, ça va peut-être prendre 5 ans, ça va peut-être prendre 10 ans. Mais mon rêve, c'est vraiment de faire ce trajet-là de course. Ça a déjà été fait par certains coureurs et tout ça. C'est un vraiment gros défi, mais avec les bonnes personnes puis bien entraîné, ça peut clairement se faire. Fait que ça va ressembler à ça. C'est vrai, tu mets déjà les pierres pour ça, tu augmentes les distances, tu vas chercher un coach qui est non seulement une légende de l'ultramarathon, mais un aventurier de l'extrême. C'est vraiment pour hot. Ça. T'as tout compris. C'est pour ça que j'ai parlé à Ray, parce que j'étais comme... La personne parfaite pour ça. Exact. Puis quel homme, ce Ray. Je le sais, je l'ai dit, puis le monde va penser qu'il commente le podcast, mais non, Ray... Cette personne-là est exceptionnelle. Il a beaucoup à offrir, puis il fait les choses pour les bonnes raisons, puis il s'intéresse aux gens profondément. Il y a vraiment cet intérêt-là. C'est pas de la frime, c'est pas pour essayer d'aller chercher des clients. Vraiment pas. C'est juste, il y a une bonté en lui de je vais aller vers les gens, puis je veux savoir comment les gens vont, tu sais. Exact. Puis tu sais, j'ai eu un appel là, vraiment comme plus intense avec lui, puis je devais prendre en note tout ce qu'il disait tellement j'étais inspirée par tout ce qu'il disait. J'avais l'impression qu'un conférencier me parlait, puis c'est littéralement ça au final. Là, oui, Ray, c'est un gars de TED Talk. Là. Exact. Puis, fait que non, c'est ça. Il est vraiment, vraiment inspirant. Là, puis je pense que pendant 2 semaines, je pensais à tout ce qu'il me disait, puis je me répétais dans ma tête en me disant « Wow! » Ah non, c'est quelqu'un. Ben, tu t'es entouré des bonnes personnes. Ben, merci. Fait qu'on va te souhaiter une bonne année 2023. Ben, on peut, on entre dans la nouvelle année ensemble. Oui. Là, on est à quelques jours de là. Ouais. Avant qu'on entre dans les questions éclair NAC, question qu'on finisse sur une note compétitive, j'ai le Walkman de Pas sorti du bois, la playlist que j'ai créée avec les choix de mes invités et des auditeurs qui m'ont envoyé des centaines de propositions. Je pense que la playlist est rendue à 12 heures de chansons. Ah oui. Est-ce que tu veux ajouter une toune dans la playlist, dans le Walkman de Pas sorti du bois? Ah oui, je sais laquelle, mais je me sens... Ah oui. OK, c'est bon. Let's go. Qu'est-ce qu'on rajoute? Ben là, je suis vraiment pas bonne avec les noms de chansons puis les noms de chanteurs. Là, fait que, on va le trouver. Excusez-moi si je me suis trompée, là, mais c'est vraiment bon. C'est Dido de White Flag, là, de Dido. Là. C'est une vieille toune, là, c'est épouvantable. Je pense que tout le monde va m'haïr d'avoir mis ça, là, mais c'est tellement quétaine, c'est tellement bon, là. Mais c'est ça que ça prend dans cette playlist-là. Ça prend de tout. On a des tunes qui craignent, on a des tunes, puis chaque personne a les propres raisons. Puis moi, c'est ça que j'aime, c'est que ça fait une playlist qui est vraiment éclectique. Que l'autre fois, souvent, moi, j'écoute beaucoup de podcasts en courant parce que la musique, je finis que je focus sur d'autres choses que ce que j'écoute. Mais souvent, mettons que je vais faire une course, ça me prend 90 minutes de course, puis le podcast que j'écoute dure 1h15. Ben, dans les 15 minutes, je me mets cette playlist-là parce que je veux découvrir ce que les gens, puis tu passes de... Ça n'a aucun sens vers où on s'en va. Ça pitch vraiment partout, mais c'est le fun. Ben là, on va aller à quelque part. Ben, c'est parfait. Mais j'invite tout le monde à lire les lyrics puis à les chanter la première fois qu'ils écoutent cette chanson-là. Ouais. Ça aide à vraiment bien la filer quand on court en l'écoutant. C'est excellent. On rajoute ça sur la playlist dès maintenant. Yes. Question éclair NAC. Ouh! Il y a une quadruple égalité du côté du FKT féminin. Marie-Ève Pelland, Mélodie Gilbert, Natacha Gagné, Joanie Desroches ont toutes 12 secondes au compteur. Oh my God. Il y a le grand Manitou, Yvan Lheureux, qui est à 10 secondes pour 10 questions. Ça, c'est... Je sais pas si un jour ça va être battu. OK. 12 secondes, je pense que c'est atteignable. On est en vrai. Marie-Ève l'a fait. La dernière fois que quelqu'un s'est assis devant moi, ici, dans ce sous-sol-là, c'est Marie-Ève qui a fait 12 secondes. OK. Je vais pas te mettre de pression. Non, je sors le chrono. Il y en a pas. Et là, faut que je les pose de la bonne façon. Je suis vraiment focus. Tu me dis quand t'es prête? Je suis prête. Route ou trail? Trail. Entraînement ou course? Course. Sucré ou salé? Salé. Des plus ou des moins? Des plus. Questionnaire, bar ou gaufre? Gaufre. Neige ou boîte? Boîte. Rock ou hip-hop? Hip-hop. Roche ou racine? Roche. Bâton, pas de bâton? Bâton. Broma, Arcana? Arcana. 11 secondes. Oh! Et voilà, un nouveau FKT officiel. Le Pas sorti du bois, ça termine l'année vraiment fort. Je vais le montrer à la caméra pour ceux qui le regardent. 11,54. Ouf, je suis stressée, je respire enfin. Tu peux commencer à respirer. Nouveau FKT, 11 secondes. Eh, wow. Fait que là, tu sais que, je veux dire, Joanie Desroches, je l'ai reçu il y a plus d'1 an. Ah. Et je nommais encore son nom à chaque épisode. Salut Joanie d'ailleurs.
Là, désolé, Joanie, Natacha, Mélodie, Marie-Ève, votre nom ne sera plus mentionné en fin d'épisode. Emmanuel, je vais nommer ton nom continuellement. Merci, mais je suis tellement désolée, les filles. Écoute, c'est quand même une belle compagnie, imagine, là, je veux dire. Oui. T'as Marie-Ève, qui est une coach, une coureuse, Oui. une entrepreneur exceptionnelle. Joanie, Natacha, Mélodie, des athlètes Ça n'a pas de sens. de haut niveau. Natacha, je veux dire... Je me sens quasiment mal. Non, c'est correct. Je veux dire, les records sont faits pour être battus. Eh oui, Puis peut-être qu'on dit ça, puis la prochaine femme que je reçois dans une semaine va battre nos records. Exact. On sait pas. on sait pas. Mais merci beaucoup, Emmanuel. Ça a été un merci. grand plaisir de découvrir cette histoire-là qui est pas commune. On n'a pas entendu ça souvent. Quelqu'un qui a découvert le trail, puis Kylian, puis Emily Forsberg, avant même de découvrir le trail vraiment, puis de te lancer là-dedans, première saison à 50. C'était vraiment intéressant. Je pense que les gens qui écoutent, ceux qui commencent ou ceux qui ont des objectifs en tête vont apprendre beaucoup de ton parcours. Ben merci beaucoup, Yannick, pour l'invitation depuis tout ce temps que Pas sorti du bois accompagne toutes mes courses. C'était un grand honneur d'être présente. Fait que merci beaucoup. Ben merci à toi. On termine l'année ensemble, tout le monde. J'espère que vous passez un bon temps des fêtes. J'espère que vous en profitez pour faire le plein des batteries, parce que des fois, le temps des fêtes, c'est des vacances, mais c'est pas des vacances. J'espère que vous trouvez le temps de faire un reset mental, de vous reposer, d'aller jouer dehors. Il y a de la belle neige. Je sais pas au moment. Au moment où on enregistre, il y a de la belle neige. Il y en aura-tu le 28, 29? On vous le souhaite. On se le souhaite. Puis, comme d'habitude, moi, je termine en remerciant David Hébert pour le design graphique. Je remercie Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie NAC, qui est le partenaire officiel. Et on continue en 2023. Ce partenariat-là est renouvelé pour une nouvelle année. Pareil avec Noctem. On va continuer de boire des bonnes bières du Noctem l'année prochaine. Capic 1, la compagnie de Raise Ahab, qui continue d'être le partenaire caféiné de Pas sorti du bois. Le prochain épisode, le premier de l'année prochaine, va se faire avec un café, parce que je sais à quelle heure on enregistre, puis il n'y aura pas de bière à cette heure-là. Donc, ça sera avec du café. Merci Emmanuel, merci à tout le monde qui nous a écoutés. Bonne fin d'année, bonne année 2023. Ayez les objectifs que vous voulez. Trouvez-vous ce qui vous fait peur, mais ce qui est à votre portée, mais ce qui vous fait peur. C'est le fun de trouver quelque chose que tu te dis, je suis rendu là, mais je suis rendu là? Ouais. On sait pas. Il y a un petit doute, puis on travaille fort pour l'atteindre. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde. Je pense que c'est le thème récurrent à travers les invités de Pas sorti du bois, c'est qu'on se fixe des affaires qui nous effraient, puis je pense qu'on se nourrit de ça, puis ça fait qu'on s'entraîne, qu'on se prépare, puis qu'on arrive plus près qu'il faut, puis qu'on réussit à l'accomplir. Ben, merci Emmanuel. Ben merci Yannick. Puis à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine. Pas de pause pour Pas sorti du bois, on continue dans le temps des fêtes pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.